Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous croyez, merde? Au cirque? Ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma? Nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Le présent vous désespère. Le festival de la haine et de l'horreur, couplé à celui de l'imbécilité collective, vous provoque des renvois acides. La débilité insondable et opportuniste de la classe politique vous colle des aigreurs d'estomac. Vous songez très sérieusement à ne plus approcher un poste de télévision, un titre de presse, un réseau social sans avoir pris auparavant une demi-boîte de Valium. Rassurez-vous, il reste encore le cinéma. Juste un truc à propos des punaises de lit. Oh putain, merde, ça commence à faire chier là, merde, oui, oh, mais ça fait chier, il y en a marre. Et oui, je le dis, il y en a marre. Et c'est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis. Salut. Ça va? Écoute, oui, c'est depuis que je me fais l'intégrale des émissions culinaires de Jean-Pierre Coff, ça détend sur moi, j'ai l'impression. Ouais. Ah bah tu as vu celle où il parle de la chatte de Jean Carmé? Et c'est là comment vous alors, ça va un peu moins bien depuis cette intervention, mais des souvenirs qui remontent, mais sinon ça va. Sur l'échelle du bif bof de 1 à 10, où 1 c'est bif et 10 c'est bof, vous êtes à quel niveau? À Bouaf. Je suis à Bouaf, mais c'est 7-8 à peu près. Et niveau punaise de lit? Ça va. Pour l'instant, j'en ai pas vu. 0. Alexis, on a une sur sa veste la dernière fois. Je suis revenu du cinéma avec une punaise de lit sur ma veste. Comme un warrior. Qu'as-tu fait? Ciao, salut, bye. Qu'as-tu fait? J'ai tout lavé. Ouais, c'est bof bif là. Et on en a pas à la maison, donc ça marche. Voilà, si vous avez des punaises de lit sur vos vêtements, lavez-les, et puis vous n'aurez pas de punaises de lit. Allez, on passe au programme de la semaine pour se changer un peu les idées. Le génocide d'un peuple natif par une famille de riches colons blancs. La saga d'une riche famille impliquée dans le scandale des opioïdes qui a fait des dizaines de milliers de morts. Le portrait d'un artiste allemand obsédé par le nazisme et une petite fille malnutrie traumatisée par la mort de son père. Mais on commence par une comédie comme on les aime, une comédie française qui nous réconcilie avec le réel. Le 8e film d'Olivier Nakache et Eric Toledano qui raconte le parcours de deux losers surendettés qui vont jouer les piques-assiettes dans le milieu militant écologiste. Et en plus, il y a Jonathan Cohen. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain, là. Excuse-moi, tu peux me mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Une année difficile d'Olivier Nakache et Eric Toledano avec Pio Marmaille, Noémie Merlan et Jonathan Cohen. Et avec cette question pour commencer, Sophie, se serait-on fourvoyé sur le talent réel de Nakache et Toledano depuis toutes ces années? Ouais, question difficile. Plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en fait j'aime pas trop leur cinéma. Et pourtant, j'ai un vrai bon souvenir d'Intouchable. J'étais allée le voir au moment où évidemment c'était une espèce de folie française. Tout le monde allait le voir et étrangement, en y allant, j'avais trouvé que le succès était mérité. J'ai peur de le revoir du coup. Parce que là, quand je vois leur dernier film, je me dis, mais il y a pas trop de réal, il y a pas une écriture particulièrement subtile. Même Le Sens de la Fête? Moi, j'avais pas trop aimé Le Sens de la Fête. Ah ouais? Et ouais, ça m'avait laissé... Je trouvais qu'il était en demi-teinte. Je l'avais pas détesté, mais j'étais sortie très déçue, surtout à cause de la hype. Par contre, je trouvais qu'il y avait vachement plus de réal que dans celui-ci. C'est-à-dire qu'il y avait 2-3 scènes un peu oniriques. J'avais un souvenir d'un Vincent Macaigne extrêmement drôle, des ruptures de ton plutôt aux bons endroits. Puis ça nous avait un peu révélé Benjamin Laverne et c'était plutôt une bouffée d'air frais, mais... Je sais pas, le film m'avait laissé un petit goût amer à la fin parce que je trouvais qu'il s'éparpillait un peu trop et qu'il avait pas réussi complètement une espèce de film choral. Je le trouvais un peu mais quand même. Là, par contre, c'est une catastrophe. Hein. Mais je pense qu'on va y revenir. Alors, on va y revenir. Il faut dire, Alexis, que dans Une année difficile, le duo de réalisateurs s'attaque à un sujet qu'ils veulent pimenter socialement, mais qui a l'air d'être pris un peu à rebrousse-poil, disons. Oui, c'est une manière de présenter les choses. J'essaie de le donner, de le dire de façon un peu objective, un peu apaisée, de polir un peu les angles. Mais permets-moi de ne pas être très apaisé sur Une année difficile, si ça te va, Nicolas, parce que
Très honnêtement, en fait, je partage complètement les réserves de Sophie quant aux anciens films de Toledano Nakash que j'ai vus aussi. Alors pas tous, hein, mais j'ai un souvenir plutôt satisfait de Nos jours heureux et d'Intouchables, effectivement, qui étaient des films qui ont quand même une force comique assez détonnante et assez réjouissante. Mais faut quand même noter qu'il y a toujours eu un petit fond bizarre, politiquement parlant, hein, dans le cinéma de Toledano Nakash, parce qu'on est quand même sur un cinéma qui prône le vivre ensemble et une certaine idée du vivre ensemble qui est que si on a envie de vraiment faire société et de vraiment se serrer les coudes et de profiter les uns des autres, il faut pas perdre de temps à essayer de bousculer l'ordre social, hein. C'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple de laisser les choses comme elles sont. Par exemple, dans Intouchables, on a un riche bourgeois blanc qui va devenir très ami et très proche d'un jeune prolétaire noir. C'est une très belle histoire. À la fin du film, le bourgeois il est toujours bourgeois, puis le prolétaire il est toujours prolétaire, et ils sont contents de leur sort. Donc t'as quand même, derrière le rire et derrière l'efficacité comique du film, t'avais déjà l'idée que potentiellement, politiquement, ça pouvait coincer avec eux à un moment. Bon, on y est, hein, avec une année difficile, parce que je pense que c'est peut-être... Alors, c'est peut-être pas le plus actuel, mais en tout cas l'un des films les plus actuels qu'ils aient fait, parce que c'est un film qui, même si c'est pas son sujet, il va y faire allusion 2-3 fois quand même, va parler de la pandémie de Covid-19, et puis c'est surtout un film qui nous parle du réchauffement climatique d'un point de vue actuel. C'est pas le réchauffement climatique avec lequel moi j'ai grandi à l'époque où on se disait la planète se réchauffe, il y a un trou dans la couche d'ozone, c'est pas tip top. Non, ça parle des rapports du GIEC, ça parle de l'année 2050 où il fera peut-être 45 ou 50 degrés. Il y a un bagage politique et social qui est quand même très lourd, et on pourrait se dire ok, le film fait le choix courageux de parler de l'écologie, peut-être d'aborder ces questions-là avec honnêteté, tout en amenant du rire et de la légèreté là-dedans pour que le message soit accessible à tous. Et avec une touche sociale, puisqu'il est aussi question très nettement de surendettement. Bah oui, mais c'est justement précisément là que ça coince, parce que moi j'ai l'impression que le film me dit pas oh là là, rigolons un peu de ce capitalisme qui nous met à mal, de ce capitalisme qui vide nos comptes en banque et qui bousille la planète, essayons de rire un peu de ça, essayons de rire un peu de nous, amenons un peu de légèreté. Non, c'est un film qui rit non pas avec les militants écologistes, mais contre eux. C'est un rire qui est offensif, et en plus de ça, en définitive, que me dit le film ? Oui, c'est bien beau de lutter pour le climat, mais enfin regardez, il y a des mecs qui n'ont pas d'argent quand même. Et j'ai envie de répondre au film, oui, mais les deux conséquences ont la même cause. Visiblement, ça ils l'ont pas compris. À partir de là, c'est l'autoroute vers le n'importe quoi. Simon, est-ce que ça a fait vibrer ta corde de militant écologiste ? Oh là là, elle a bien vibré. Non, c'est pas le même film, ça c'est une réplique d'un autre. Ah pardon. Oui. Ah oui, c'était mon gros réchauffement climatique, oui. Alors tout simplement, ou ma grosse couche d'ozone. Bref, tu m'as fait perdre le fil de ma pensée, ô combien structuré. Oui, comme le disaient mes camarades, effectivement, la particularité du cinéma de Toledano et Nakash, et je dis pas ça comme un défaut, c'est une spécificité de leur cinéma. Il est conservateur, c'est-à-dire qu'il trouve que ce qui n'est pas si mal, et il est apolitique dans le sens où il n'est pas matérialiste. Il ne s'inquiète pas des conditions matérielles d'existence. Quand ils font un film comme Samba, qui est l'histoire d'amour entre un sans-papier et Charlotte Gainsbourg, on nous dit que l'amour peut sauver. Que l'amour va aider ces gens à aller mieux, aller bien, à s'extraire de situations difficiles. Or, oui, l'amour c'est très bien, mais si on ne traite pas, si on ne dit pas que nos conditions de vie viennent de déterminismes matériaux, socio-économiques, en fait on ne raconte pas grand-chose de la situation des gens. Et donc, c'est le problème de ce film-là qui veut s'attaquer à un truc très matériel. Ça, c'est un vrai problème. Encore une fois, moi, je m'en fiche, c'est pas un souci qu'il soit conservateur et un peu attentiste, et c'est même pas un souci qu'il veuille taper sur l'écologie, hein. On en a tous connu des écologistes de salon. Il faut regarder, on va dire, l'actualité de Europe Écologie Les Verts pour se dire qu'il y a quand même un potentiel de foutage de gueule assez remarquable. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ces prémices. Le souci, c'est quand tu veux rire de la politique, mais que tu n'as rien à dire de la politique, ça commence à devenir très creux. Et le problème, c'est que je pense que Toledano et Nakash, moi, j'ai pas du tout peur de revoir leur précédent film, je les regarde souvent, notamment le second, qui est très peu commenté, qui s'intitule Tellement proche, qui est un film que je trouve remarquable, et vous allez voir pourquoi j'en parle, parce que je trouve que c'est leur meilleur, mais surtout pour moi qui est le troisième de facto. Et en tout cas c'est le meilleur quand même. et je trouve que c'est le film dans lequel leur volonté là accomplie dans ce long métrage de s'affilier à la comédie italienne fonctionnait le mieux. C'est-à-dire que c'était à la fois extrêmement mordant, extrêmement cruel, c'était de la vraie comédie de caractère, et on n'était pas loin de faire un peu de social parce que ils parlaient de structure familiale qu'ils connaissaient très bien et intimement. Et donc du coup, ils arrivaient à en dire quelque chose. Et enfin, il y avait une très belle dramaturgie. Tout ça est mort dans Une année difficile. Pourquoi ?
je pense que Toledano et Nakache ne connaissent pas ou pas bien le surendettement. Je pense qu'ils ne connaissent pas ou pas bien les militants. Le moins qu'on puisse dire. Ou non, mais tu sais, dans ta famille, il peut t'arriver des trucs, jeune, t'as pu traverser différentes étapes, différentes choses. Tu vois, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ce sont des metteurs en scène à succès qui... Je veux dire, tu peux être un metteur en scène à succès et avoir connu des périodes très particulières. Non, ce que je veux dire pour préciser, c'est que, peut-être que je me trompe, mais pour avoir un peu zioté leur biographie respective, ils ont pas grandi dans des familles surendettées. Okay. Et aujourd'hui, ils ont certainement un très bon niveau de vie. Donc, mais par contre, ils ont certainement connu, comme beaucoup de gens, la classe moyenne, quoi. Et en vrai, il y a énormément de problèmes de surendettement dans la classe moyenne. Ils en ont peut-être été les témoins. C'est ça, c'est pour ça que je voulais nuancer ça. Et puis tu peux tout à fait embrasser et aborder des sujets que tu n'as pas connus intimement. Donc je leur en fais pas le procès du tout. Mais je pense qu'ils ne connaissent strictement rien au sujet qu'ils abordent. Vraiment, ça se voit, c'est évident. Et en plus de ça, ils se sont embourgeoisés peut-être sans tout à fait en prendre la mesure, et donc ils ne savent pas où mettre le centre de gravité de leur rire. C'est-à-dire que se moquer des écolos parce qu'ils sont écolos, c'est débile. Il faut se moquer des hypocrisies, il faut se moquer de l'idiotie. En réalité, le film ne sait jamais s'il veut être tendre avec ses personnages ou s'il veut être cruel. Parce que quelque part, les deux protagonistes qui sont joués par Pio Marmaille et Jonathan Cohen, là aussi, ils sont super intéressants. C'est des types surendettés qui vont profiter de la bienveillance peut-être un peu intéressée et hypocrite de militants écolos pour se faire du pognon. Et si possible pour emperler le dindon de quelques militantes au passage. Bon, il y a quand même matière à faire un truc qui soit mordant, qui soit acide, un peu agressif. Mais en réalité, comme ils ne savent jamais de quel côté mettre leur empathie, ou appuyer les gags, ou pousser, déjà c'est pas drôle. C'est quand même un gros problème. Une comédie de caractère qui est pas drôle, c'est un peu emmerdant. Et alors heureusement, il reste du savoir-faire. Ils ont un certain sens du tempo. J'allais dire Jonathan Cohen. Moi, ça lui va pas mal. Je pense qu'on peut lui proposer comme surnom. Jonathan Cohen et Pio Marmaille, parce que justement, d'habitude, ils sont plutôt le centre de l'attention du récit. Là, le fait en duo, ça fonctionne pas mal entre eux. Noémie Merlan, même si là, elle joue un personnage qui est atrocement écrit, elle est plutôt très bonne. Ce que je veux dire, c'est que voilà, le film n'est pas une catastrophe totale, mais c'est un film qui est idiot. C'est un film qui est idiot, qui ne sait pas de quoi il parle, comment il en parle, et qu'est-ce qu'il aimerait nous proposer. Et tu vois, il y a des trucs, en fait, qui sont ou de la débilité ou de la méchanceté tellement gratuite qu'elle te sortent totalement du film, que tu sois de gauche, que tu sois de droite. Je prends un exemple que vous avez vu dans la bande-annonce vous avez pu voir dans la bande-annonce pour pas vous spoiler. C'est Noémie Merlan qui dit à ses deux potes, Noémie Merlan qui, bien sûr, militante écologiste, vit dans un immense appartement bourgeois parisien, bien sûr. Boulevard de Courcelles, pour les connaisseurs. Voilà, comme tous les militants écologistes, c'est bien connu. Et donc, qui dit à ses deux potes, ouais, moi, pour Noël, ma nièce, ou ma cousine, je crois, oui, c'est ça, ma nièce, je lui ai offert toute mon estime. Et les autres se regardent d'un air entendu, genre, qu'est-ce qu'elle est con, et se foutent à moitié de sa gueule, évidemment sans qu'elle le réalise. En fait, je ne crois pas à cette situation. Je la trouve pas drôle. Je la trouve pas cruelle. Je la trouve assez médiocre, mesquine et méchante. Et donc, je ne comprends pas de qui je dois rire, en fait. Je dois rire de Noémie Merlan, qui est une grosse débile, ou je dois rire des deux fils de Babel qui, parce qu'ils essayent de se la taper, jouent le jeu et ne lui disent pas, mais t'es vraiment une grosse dindon. Et donc voilà, le film en cela rate absolument tout ce qu'il entreprend. Mais c'est rigolo parce que le film, tout ce qu'il y a autour du film exude ça. C'est-à-dire que dans leurs interviews, on entend qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'en ai lu une de Toledano qui dit c'est aussi pour cela que tout le film est traversé par l'évocation de l'image des ponts. Donc c'est le film avec les plus belles images de ponts. Oui. Il s'agissait pour nous de relier deux sujets comme deux rives, le surendettement et l'écologie, qui en apparence n'ont pas grand-chose à voir. Ingmar Bergman, bonsoir. Non mais faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule des gens. 2 minutes quand même. Alors à main levée autour de la table, même si c'est pas audible, qui a repéré les ponts dans le film? Voilà, merci. Donc, je suis pas tout seul parce que j'en ai pas vu un seul moi. Mais c'est cette scène atroce avec la vieille bourgeoise qui monte les billets. Les ponts sur les billets. En gros, il y a une scène. Oh putain, mais oui. Elle est pas importante. C'est juste que l'assaut écologiste aide des gens à se débarrasser de leurs meubles sans passer par les encombrants pour faire en gros une forme de recyclage active, de zéro perte. Et du coup, Pio Marmaille et Jonathan Cohen, eux, ils veulent se servir pour pouvoir revendre, pour pouvoir enlever leur surendettement. Et Jonathan Cohen, il commence à discuter avec la proprio qui lui dit « Vous voulez vous sentir riche un peu ?» Et elle lui tend un espèce d'énorme sucrier avec tous les billets, un à un, 5, 10, 20, jusqu'à 500. Et elle lui dit, elle lui donne d'abord suite 10, et puis elle dit, vous voyez quoi? Et puis il décrit, et en fait, elle dit, mais en fait, vous voyez, il y a un pont.
Et en fait, elle lui tend tous les billets un à un. Et la chute de la vanne, il fait bah je peux les garder. Elle fait bah non, faut les remettre dans la. Non. Et voilà. Et c'est tout. En fait, elle lui dit juste qu'il y a des ponts sur tous les billets. Fin. Ils sont là, les ponts. Juste pour... C'est limpide. Pour résumer, d'un seul coup, petit patapon. Justement, je me permets de rebondir là-dessus, c'est effectivement limpide. Donc Toledano nous parle des ponts qui rapprochent les gens. Sur quoi sont imprimés les ponts ? Sur des billets de banque. Donc qu'est-ce qui rapproche les gens ? Les billets de banque. C'est ça que je tire de cette... Si je dois tirer une conclusion de cette phrase bizarre, c'est la seule conclusion qui peut me venir. Ouais. Et je vais me permettre juste de développer un tout petit point. Après, je te repasse la parole, Sophie, promis. Mais juste, moi, il y a un moment où je peux comprendre que Eric Toledano Nakache, une seule même personne maintenant, Eric Toledano et Olivier Nakache se soient embourgeoisés à leur insu, comme tu le supposais, Simon. Je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que, je suis désolé, mais il y a trop d'éléments dans ce film-là qui me semblent être la traduction d'une pensée. Et une pensée, c'est pas quelque chose qui est inconscient. Il peut y avoir des inconscients derrière, mais là, je suis désolé, au bout d'un moment, on a tous des convictions. Et là, il y a des convictions qui se manifestent parce que se moquer de l'hypocrisie des écologistes, il y a beaucoup d'hypocrisie chez les écolos et tout particulièrement chez les écolos des partis écolos, Europe Écologie Les Verts en tête de gondole. Je suis d'accord. De quoi choisissent-ils de se moquer ? Des militants d'Extinction Rébellion ou des soulèvements de la Terre. Et là où il y a vraiment quelque chose de dégueulasse dans le film, c'est de nous montrer comment la société traite les écolos dans le film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano. Quand ils font des barrages routiers, ils se font un peu insulter par les automobilistes. Bon, ça, ok, c'est plutôt crédible. Quand ils montent sur la Banque de France, ça je spoil pas, c'est dans la bande-annonce, ils montent sur la Banque de France pour accrocher des banderoles parce que la Banque de France finance les énergies fossiles, etc. Donc la lutte est quand même plutôt noble. Et il y a la police qui intervient, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les policiers vont venir les chercher et puis les faire rentrer tranquillement dans leur bagnole. Et il y a Jonathan Cohen notamment qui s'esclaffe la phrase suivante, alors qu'un policier est en train de juste le faire s'asseoir dans une voiture. Ne me touchez pas, c'est de la violence policière. J'aimerais juste rappeler quand même un point, c'est que les militants écolos qui se sont assis place du Châtelet pour empêcher les automobiles de circuler sans être violents, sans être vindicatifs, sans être agressifs vis-à-vis de la population, c'était un sit-in pacifiste, on les a gazés à la lacrymo, à bout portant. Donc, quand Toledano et Nakache réalisent cette séquence-là, soit ils sont profondément demeurés, vu le contenu de leurs interviews, on peut le supposer, soit ils sont, politiquement et à tous les sens du terme, réactionnaires. Parce qu'encore une fois, ces écologistes, ils sont bien mignons à vouloir changer le monde, mais ils foutent quand même un peu le bazar. Et qu'est-ce qui se passe quand on fout le bazar ? On envoie la police qui, visiblement, dans l'univers magique de Toledano et Nakache, fait son travail de manière civile et respectueuse, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas. En témoigne la manifestation extraordinairement violente qui a eu lieu à cause des policiers à côté des méga-bassines organisées par les soulèvements de la Terre. À Sainte-Soline, exactement. Donc il y a un moment où, quand on additionne ça, plus le fait qu'on rit toujours des écolos, plus le fait qu'on souligne que, quand même, Noémie Merlan, elle est très engagée, ok, mais elle a grandi boulevard de Courcelles, elle a fait une école de commerce, donc elle se fout un peu de notre gueule. Si on ajoute encore à ça le petit montage d'ouverture avec tous les présidents de la République qui se succèdent, et c'est des vraies images, pour dire 2009 a été une année difficile, 2013 a été une année difficile, 1976 a été une année difficile, et qu'on peut déduire de ce montage-là que si on nous répète à chaque fois que les années sont difficiles, c'est peut-être qu'au fond, elles le sont pas tant que ça, ce qui pourrait presque s'apparenter à du climato-scepticisme, parce que mais d'un point de vue climatique, les années vont être très difficiles, ça c'est sûr et certain. Je suis désolé, mais là on est face à quoi ? On est face à un bon gros film de droite réactionnaire et conscient de sa réaction, moi j'en suis persuadé. Mais ça veut dire qu'on peut pas rigoler avec les écolos ? Sophie ? Alors justement, on peut pas se foutre de leur gueule. Avec eux. Alors, non, mais on peut pas se foutre de leur gueule. Pourquoi pas ? Mais c'est là qu'il y a un souci, parce que je vais être moins sévère qu'Alexis, parce que je suis pas sûre que tout ait été aussi conscientisé. Je pense qu'il y a beaucoup de maladresse d'écriture plus que de mauvaises intentions. Enfin, en tout cas, je l'espère. Peut-être que je suis naïve, j'en sais rien. Moi, ce qui me gêne, c'est que on pourrait rire. Non pas de leur envie écologique, mais en fait ça c'est pas traité. Ça, moi je trouve qu'il y a un vrai souci dans leurs propos. C'est-à-dire que Noémie Merlan, à chaque fois qu'elle fait un discours, c'est ça, elle va citer 2 noms techniques. Et encore, je suis même pas sûre. C'est très superficiel. C'est très superficiel, et grosso modo, elle va juste dire ouais, vous vous rendez compte, les glaciers ils fondent. Toi, tu disais que c'était pas l'écologie de quand on était petit. Pour moi, c'est l'écologie de quand on était petit. Je suis absolument d'accord. Genre, on est vraiment sur le niveau 0 de la Terre, elle va pas bien. Genre, en fait, on est bombardé. Tout le monde, franchement, regardez un seul discours de Greta Thunberg, regardez n'importe quel documentaire ou quoi que ce soit, même pour les enfants, qui sera plus documenté que celui-là. Ça, en fait, ça me gêne parce que
ils passent juste pour des bouffons. En fait, on peut rire d'eux parce que y a une espèce de... Et alors, je vais dire dérive, mais vous allez vite comprendre. Il peut y avoir des petites dérives de groupes qui peuvent être un peu rigolotes ou un peu ridicules. Par exemple, leur petit nom de code. Why not? Ça peut être un rire un petit peu presque gentil. Sauf que là, c'est un peu trop con pour que ce soit gentil. C'est-à-dire que le fait que il puisse y avoir, je sais pas, juste des confusions entre les personnes en fonction de leur surnom, ça peut créer du comique de situation. Là, le fait qu'il s'appelle Cactus, Quinoa et Antilope... Et l'exo. Et l'exo, mais ça, c'est parce que lui, voilà, tu vois, ça aurait pu, pourquoi pas, créer un comique de situation. Ça ne l'est pas, parce que ça les rend un peu trop débiles. Mais s'ils étaient un peu bébêtes dans cette espèce d'optimisme un peu caricatural de on va sauver la planète, trop bien! Genre, en fait, c'est juste qu'ils savent pas choisir. Ils savent pas choisir leur caractérisation écologique et du coup, ils sont tous un peu antipathiques, un peu trop cons pour qu'on ait vraiment envie de rire d'eux. Alors que techniquement, on devrait juste se dire que ils font pas une caricature juste d'un mouvement écologique, mais juste d'un groupe. Pourquoi pas? Ça pourrait être juste le cas, comme dans Nos Jours Heureux. En soi, ils font pas une caricature horrible des colonies de vacances. Ils font un portrait de groupe. Et c'était ça, je pense, la force du film. C'est qu'ils n'étaient pas dans la... juste dans une espèce de satire méchante, ils étaient juste dans un portrait. Juste parce que je pense qu'on va pas tarder à changer de film et qu'il y a Simon qui voudra dire encore quelque chose. Moi, j'étais juste très contente de voir Grégoire le Prince Riguet qu'on voit pas beaucoup et que on avait découvert dans Les Amours imaginaires et j'étais juste contente de le voir. Donc si jamais il nous écoute, j'étais trop contente. Une question tout de même, Simon. Et puis j'entends bruisser de nos détracteurs et détractrices sur les différents réseaux sociaux. Ça veut dire que encore finalement après Bernadette, encore une comédie de droite et dont on peut pas rire des comédies de droite et c'est forcément nul et on peut pas rire des écolos et on est vraiment que des sales gauchias. Oui, évidemment. Merci, non, alors certainement pas. Le problème, mais moi c'est ce que je disais au début. Moi, je peux tout à fait rire d'une comédie, je veux dire, super conservatrice, super méchante, un film très misanthrope de droite, mais aucun problème. Par exemple. Et donc, le visiteur. Il y a un film totalement royaliste, totalement royaliste, totalement conservateur, qui se place du côté des bourgeois et de la transmission, et qui est un super film. C'est super drôle. J'arrive pas à chaque fois à me dire est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de droite ou de grouche. Ouais, c'est ça. C'est une bonne comédie pateline de droite. Les deux Funès sont globalement des comédies. Moi j'adore de Funès. Hop là. C'était mon coming out de droite. Et par exemple, l'origine du monde, droite ou gauche ou le tableau au milieu. Allez, on va pas commencer à faire comédie de droite, de gauche. Ce sera le jeu de l'été de la. Ce qu'on a essayé de montrer dans le film, c'est en fait son problème, c'est que c'est une comédie foirée. Il est pas drôle. Il est pas drôle parce qu'il ne sait pas de quoi il veut nous faire rire et comment il veut nous faire rire. Et en plus de ça, il essaye d'être en prise avec la réalité. Mais si tu veux, comment convaincre ton spectateur que t'es en prise avec la réalité quand, comme tu le disais, les écolos se font faire des câlins par les policiers alors qu'aujourd'hui, ils sont accusés d'être des terroristes. Ce qui nous renseigne aussi également sur la pertinence de cet usage dans l'espace public, de l'usage de ce terme. Donc, si tu veux, le film est en décalage complet avec son sujet. Du coup, il a pas grand chose à m'en dire de drôle. Et en plus de ça, il ne sait pas quoi raconter de ses personnages. Il sait pas si il veut se foutre de leur gueule ou m'amener avec eux. Donc il peut pas me faire rire. Le problème, c'est pas qu'il soit de droite, rien à battre. Encore une fois, c'est que pour moi, le film est plus gravement bête que de droite. Il est con, c'est tout. C'est un film foiré. C'est un film de gens qui ont l'impression de parler des gens autour d'eux alors qu'ils ne font plus partie du corps social dont ils discutent. Alexis, sur cette question-là, est-ce que tu peux rire, toi, d'une comédie de droite ? Bien sûr. Oui, évidemment. Exemple. Les films de Zack Snyder. Pas Les Visiteurs. Non, mais même, je vais même te dire un truc, sans aller jusqu'à la comédie, parce que c'est toujours plus facile d'accepter un film de droite quand il est drôle, parce que voilà, quand c'est drôle, c'est drôle. Mais même sans rentrer dans ça, moi, il y a des cinéastes de droite que j'adore. J'adore le cinéma de Mel Gibson, par exemple. On peut pas vraiment dire que Mel Gibson il soit anarchiste, hein. Donc voilà, c'est pas tant la question de. Mais vous voyez où je veux vous emmener. Vous voyez à qui je fais référence, à quel message, le type de message. Non, mais tu sais quoi, tu fais bien de me poser la question parce que je pense que j'ai pas assez précisé ce qui coince avec ce film-là. En fait, ce qui coince avec ce film-là, c'est pas que ce soit un film de droite. C'est que c'est un film de droite qui prétend ne pas avoir d'étiquette politique.
Je crois que c'est ça qui me dérange le plus. CF Bernadette. Voilà. Bim bam boum. Non, Parce mais que moi, là, c'est pour le exactement coup- ce qui Parce que m'exaspère là, chez pour le Bernadette, coup, notamment, je ne dévoile rien de la fin, mais compte tenu de la fin du film et de ce qui s'y passe et de la manière dont il retourne le truc et dont d'un seul coup l'écologie devient, en fait, plus vraiment un sujet. Moi, je trouve que, si tu veux, avancer masqué, je trouve ça un peu dégueulasse. Parce qu'on va pas se mentir, ils avancent masqués, comme ils avançaient déjà un peu masqués dans Intouchable, mais au moins, dans Intouchable, le masque, il était pas fissuré. Parce que le personnage qui venait des banlieues, on croyait à sa vie, on croyait à son parcours, et le grand bourgeois, qui a un mode de vie très différent de celui de Toledano et Nakache, on y croyait aussi. Là, ça marche pas, parce qu'ils ont même pas fait l'effort d'aller au cœur des choses. Une année difficile d'Olivier Nakache et Eric Toledano avec Pio Marmaille, Noémie Merlan et Jonathan Cohen. Et vous êtes plutôt Black Friday ou Black Philippe? Wouldst you like to live deliciously? Vous pouvez nous le dire en commentaire sur nos réseaux sociaux et ou sur les apps. Black Philippe, Black The Philippe Witch. dans The Witch. Ah oui. Oui. Pas Black Philippe T'as Risoli. Oui, ok. Non, mais j'aurais pas pensé à ça, moi, mais... Ah ouais, je suis désolé d'avoir des références cinématographiques. Je croyais qu'on faisait une émission de ciné jusqu'à preuve du contraire. le Non, mépris. apparemment, on fait une émission sur les comédies de droite maintenant. Moi, je me barre. Allez, Non, tu l'as déjà fait. Oui, c'est Jean-Pierre Coff encore, pardon. Bon, en tout cas, vous pouvez nous dire tout ça. Vous pouvez nous dire si vous aimez les comédies de droite, si nous sommes d'horribles islamo-gauchistes qu'il faut brûler sur la place de Grève. Tout ça, de préférence sur les réseaux sociaux, mais également sur les applications de podcast, parce que c'est bien pour vous, c'est bien pour nous, c'est bien pour la planète. Dans les actualités de la semaine, un très grand nom du cinéma tire son chapeau. Il prend sa retraite à 90 ans. C'est Michael Caine, Arthur. Ouais, je voulais vous en parler parce que déjà, en fait, j'ai un peu réfléchi et c'est pas courant des gens qui nous disent j'arrête le cinéma, je prends ma retraite. Souvent, les gens persistent, alors parfois, malheureusement, un peu à tort, hein, mais j'ai trouvé ça assez joli et en même temps peut-être un peu triste parce qu'on sait pas forcément ce qui se passe dans la vie privée de Michael Caine. Quoi qu'il en soit, ce qui était important, c'était de raconter un peu Monsieur Michael Caine parce que c'est un peu triste, mais dans le commun des mortels, Michael Caine, c'est Alfred dans les trilogies de Christopher Nolan des Batman. C'est l'acteur qu'on voit dans tous les Nolan, enfin il en a fait au moins 8. Alors que justement, Michael Caine, c'est quand même quelqu'un qui commence dans les années 60, qui est un immense acteur britannique et qui a plus d'un film, à mon avis, méconnu. J'aime pas forcément le terme de sous-coté ou de mésestimé, mais dans tous les cas, sur lequel vous pourriez peut-être vous pencher. Je pense qu'on va peut-être pouvoir en discuter entre nous parce que j'ai pas forcément tout vu, mais je sais que Le Limier, c'est culte. Je sais qu'il a évidemment fait des comédies aussi avec comédie de Frank Oz, le plus escroc des deux. Il y a L'Orse Bar de Peter Collinson. Enfin, il a vraiment un panel de films qui est assez fou. Il a tourné dans plus de 150 films, je crois. Et je trouve ça toujours très triste qu'on le résume à Christopher Nolan, alors que vraiment. Il a fait des films de fou. C'est quoi le film qu'il a fait avec Sean Connery Alors il en le roi l'homme qui voulait être roi. L'homme qui voulait être roi de John Huston. Chef-d'œuvre absolu. Complètement fou. La loi du milieu de Mike Hodge. Enfin, il y a vraiment Miss Détective. Non, pardon. et puis la mer 4 Pulsion. Pulsion de Palma. S'il vous plaît. Bah ouais. Quand même. C'était une blague, hein, Miss Détective, tu sais. Je sais pas, il a joué dans Miss Détective. Oui, il a joué dans d'accord, Miss mais Détective, mais c'est juste, c'est pas Non, un mais- bon film. mais- Non mais c'est ce qui est aussi très intéressant et moi je trouve extrêmement attachant, touchant avec Michael Caine, c'est que ça n'a jamais été, vous savez, le grand acteur prestigieux. C'est un comédien, c'est presque un peu un Galabru et je dis ça sans déconner, quelqu'un qui a eu de très grands rôles, qui a joué dans des séries B, qui allait dans du cinéma populaire, qui a des fois eu des rôles vraiment pour bouffer, qui a fait un petit peu de tout dans le cinéma, qu'il a toujours fait brillamment avec beaucoup d'engagement. C'est un comédien hors norme, exceptionnel, qui était capable de jouer aussi bien des petites frappes de la pègre que de vieux aristos, que de fins limiers, qu'un type en chemise hawaïenne qui se fait manger par un requin. Enfin, que Scrooge dans le Noël des Muppets. mais voilà, Oui, absolument. Absolument, et c'est à la fois un immense artiste et un artisan de génie, un orfèvre de la comédie dans le sens de l'interprétation, et ouais, très très grand comédien. On dit chacun un film? Si vous voulez, oui, allez, plusieurs. allez. Moi, Comme moi, ça, ce sera Pulsion, évidemment. C'est-à-dire que moi, c'est ce rôle alors dont on ne peut pas rien dire si vous n'avez pas vu Pulsion de Palma. Voyez Pulsion, très grand film. Vraiment un immense film de la grande époque de post-Hitchcockienne de Palma, et avec cette scène incroyable, moi qui m'a foutu une trouille parce que je l'avais vu, je crois que c'était sur la 5 à l'époque, où Angie Dickinson se fait découper à coups de coupe-chou dans un ascenseur. C'est une scène absolument terrifiante, et où Caine joue un psychiatre bien trouble en effet. Oui. Je me permets.
Moi j'irais sur un film où il a joué un second rôle, mais un second rôle qui m'a beaucoup marqué, Les Fils de l'Homme, d'Alfonso Cuarón, et où je trouve que vraiment il arrive en très très peu de scènes, et je crois que c'est ça qu'on retiendra de Michael Caine, c'est qu'en très très peu de scènes, très peu de dialogue, il arrive tout de suite à poser une présence, à poser un personnage, et putain c'est triste, on en parle comme s'il était décédé, alors que pas du tout, il a juste pris sa retraite. C'est ça. Mais ouais non, Les Fils de l'Homme, c'est très très belle performance de Michael Caine. J'y vais moi. Mais justement, plutôt en fin de carrière, moi, il y a un film que j'aime de tout mon cœur qui est Youth de Paolo Sorrentino. Je suis désolée. C'est pas grave, j'en trouvais un autre. Justement, parce que là, quand on parle de retraite, là, c'est aussi sur quelqu'un qui prend sa retraite, mais sur un chef d'orchestre. Et je trouve que c'est un des plus beaux films sur justement l'acceptation de sa vieillesse ou la non-acceptation de sa vieillesse. C'est un film absolument merveilleux. Il le tient en duo avec Harvey Keitel. Mais si vous n'avez pas vu Youth, c'est Paolo Sorrentino. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Bah c'était le mien aussi. Donc on en a parlé pour deux. Non mais t'inquiète, tu en as très bien parlé. Moi, je dirais bien un petit mot d'un film qui est une série B pour le coup, qui est dans la mer 4. Non, c'est bon, tu l'as déjà fait. Non, 2 fois. Non. Qui est un peu oublié, qui est de 2009. C'est Harry Brown. C'est-à-dire, avant les Expendables, il y avait déjà un vieux qui parle anglais qui tuait des gens. Bah donc c'est Michael Caine, c'est un militaire à la retraite. C'est vraiment un vieux monsieur qui promène son chien. Il a l'air complètement inoffensif, il est tout mignon. Mais il y a des grosses Kaira qui arrivent en bas de son immeuble. Quoi ? Et il va déboîter tout le monde. C'est ça. Il y a un film réac des enfers. Mais comme quoi, quand on vous dit qu'on est mouché les films de droite, c'est un des meilleurs films réels des années 2000, il est trop bien. C'est pas un grand gauchiste non plus. C'est pas c'est pas un mec. Non mais c'est le pas un type, gros progressiste. tu sais genre t'as ce malheureux mec qui arrive avec sa pauvre tenue Sergio Tacchini qui est là. Hi Mike, you know I want your money. Ah bah je veux te dire putain, il se retrouve avec l'intérieur à l'extérieur quoi. Et non c'est une merveille de petite série B qui fait évidemment qui rend hommage à toute la période des années 60-70 de Caine, notamment à Get Carter. Ouais, Get Carter. Voilà, évidemment. La loi du milieu en français. Tout à fait. Et évidemment, regardez-le, il se trouve assez facilement Harry Brown, que monsieur, tu vois, genre Harry Marron quoi. C'est vraiment c'est très bien, c'est assez jouissif, c'est un bon gros plaisir, c'est un joli petit simulateur de droite. Et il faut quand même rappeler que Michael Caine a sorti peut-être l'une des plus belles punchlines jamais balancées en interview, parce qu'il y a un jour un journaliste qui lui a dit quand même, quand on voit votre carrière, un acteur aussi prestigieux que vous, qu'est-ce que vous êtes allé branler sur Les Dents de la Mer 4, qui est au passage l'un des pires nanars jamais produits aux États-Unis. C'est incroyable ce film. Il a répondu, écoutez, j'ai joué dans Les Dents de la Mer 4, je n'ai jamais vu le film. Par contre, j'ai vraiment bien vu la villa en bord de mer qui m'a permis de m'offrir. Voilà. Du nouveau pour nos amis d'outre-Quai 20e, la Batavia. Voilà, on va revenir à l'actualité de la semaine avec un crochet par le petit écran, notamment, alors j'avais envie de vous parler de petits éléments que j'avais vus sur une chaîne Tout Info, et notamment de cette polémique autour de Benzema, je sais pas si vous... Ah ta gueule, merde, on en a marre, ça suffit maintenant. Quel ras-le-bol. On arrête. Pardon, je reprends. Donc retour à l'actualité de la semaine avec un crochet par le petit écran, notamment une série fort attendu, le retour de Mike Flanagan, qui après Henry James s'attaque à un autre géant de la littérature fantastique, Marc Lévy. Edgar Poe. La chute. On y était presque. On est en sécurité. Si on ne met pas un terme à son sale petit jeu, tu n'auras plus de famille. Franchement, je crois que tu as oublié qui j'étais. La chute de la maison Usher de Mike Flanagan, c'est sur Netflix donc, avec une grande partie de la team Flanagan, notamment Carla Gugino et Kate Siegel. On pourrait dire que c'est un peu, Simon, du pop-porn. Un pot chotemo. Oui. Non mais c'est qu'il y a beaucoup d'Edgar Poe. C'est vraiment, chaque épisode est un titre de l'une de ses nouvelles. C'est vraiment à base de po quoi. Oh oui, ça c'est du tacle à la jugulaire, mon Nicolas. Je propose d'interrompre votre pot pourri, si ça vous dérange pas. Mais sinon, moi je vais au pot. Hein. C'est bon. Ça va être long. Voilà. Alors non, ce qui est très intéressant, et c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup Flanagan, parce qu'il avait adapté avec The Haunting of Hill House la maison hantée de Shirley Jackson, et le tour d'écrou Henry James qui a donné The Haunting of Bly Manor. Manque de peau. Et en gros, sa méthode, c'est de travailler sur des œuvres qui sont des œuvres littéraires, donc d'à la fois adapter l'œuvre littéraire
travailler sur ces adaptations cinématographiques s'il y en a eu, c'est encore une fois le cas, mélanger les deux et puis par-dessus lui proposer on va dire une couche narrative supplémentaire. Il le fait donc là avec Edgar Poe. Edgar Poe c'est très intéressant parce que Poe il a notamment écrit des nouvelles ou de très courts romans, donc ça se prête à ce format sériel et je trouve que c'est peut-être le grand point fort de la mini-série pour moi parce qu'elle a quelques gros défauts, c'est qu'il y a un travail d'adaptation qui est absolument remarquable. Il y a une volonté de mélanger, d'intriquer, de faire se répondre les récits d'Edgar Allan Poe que moi j'ai pas vu précédemment, même dans des anthologies ou dans des adaptations uniques. Alors ce que je vais vous dire ne va pas vous spoiler l'intrigue, mais par exemple quelque chose que je trouve assez formidable comme idée. Déjà, donc ça s'appelle La chute de la maison Usher, c'est donc un texte d'Edgar Poe. En réalité, on est sur une adaptation, revisitation du Masque de la Mort Rouge. Et je trouve ça très malin. Mais ça, tu le découvriras à la fin. Ceux qui n'ont pas encore vu la fin le découvriront. Mais je trouve ça extrêmement intéressant et en tout cas une revisitation thématique. Autre exemple, il y a le double assassinat de la rue Morgue. Eh bien, le sens du titre de cette nouvelle, ou plutôt comment le relie notre ami Flanagan, ne prendra sens que dans le 7e ou 8e épisode. Parce que jusqu'à présent, vous pouvez dire, mais non, il n'y a eu qu'un seul assassinat rue Morgue. Et ainsi de suite, voilà. Il travaille le texte à un niveau superficiel, à un niveau de clin d'œil et à un niveau un peu plus profond parce que, Edgar Poe, alors attention, c'est pas tant de l'horreur ou du fantastique que du gothique. Et un gothique qui, on va dire, pose des jalons d'un certain type de thriller psychologique. Et donc il va utiliser ça d'une manière extrêmement intéressante, c'est que ça lui permet quand même de s'éloigner beaucoup de ce qu'il avait fait précédemment. On n'est pas dans le pur fantastique, on n'est pas dans l'horreur ou dans l'effroi, on est dans un mélange de tous ces ingrédients-là, avec des éléments de thriller et de drame plus marqués. Mais là, hélas, on est face à un problème, c'est qu'il a absolument voulu encore ramener, et ça m'est très sympathique dans l'absolu, mais toute sa troupe de comédiens, qu'il a constituée au gré des années, qui est très stable, un peu comme peut le faire un Wes Anderson. Sauf qu'en fait, il a beaucoup trop de personnages pour son décorum. Pourquoi je dis ça ? Il nous parle des très grands bourgeois américains, ou plutôt de l'industrie pharmaceutique américaine, de gens devenus riches grâce à la crise des opiacés. Bah ouais, sauf que le sujet, il le connaît pas vraiment, il ne l'intéresse pas profondément. Il y a déjà eu des bourgeois dans les films de Flanagan, mais c'est vraiment pas son sujet. C'est des gens un peu au loin, c'est une trame de fond, ou alors les personnages principaux sont les gens qui gravitent autour d'eux, qui travaillent avec eux, qui travaillent pour eux, etc. Là, il s'intéresse à un milieu qui je pense ne l'intéresse que superficiellement, et à des personnages pour lesquels il n'a aucune empathie. Les personnages des 4-5 premiers épisodes sont des personnages qui ne l'intéressent pas et ça se sent. Et du coup, les 4-5 premiers épisodes, malgré des visions assez formidables parfois, malgré des idées de mise en scène qui sont assez canons régulièrement, et vraiment des visions baroques, moi que je trouve remarquables, néanmoins, ça patine énormément en termes de rythme. Heureusement, le dernier tiers de la série reprend vraiment énormément de puissance, mais voilà, son attaque est beaucoup plus faible que d'habitude parce qu'il doit se fader. Il s'est donné un défi en voulant mélanger plein de textes d'Edgar Poe et donc en gros en affiliant à chaque texte un personnage. Le problème, c'est que du coup, il doit d'abord se fader 4-5 personnages dont il a rien à battre et alors que le cœur émotionnel de son récit, c'est la génération au-dessus. C'est les parents des personnages qu'on suit au début. Et en fait, s'il avait pu vraiment inverser ces deux centres de gravité, se focaliser sur Greenwood notamment, et ça aurait sans doute mieux marché. Enfin, néanmoins, un petit truc pour modérer. Greenwood qui joue le personnage principal, c'est-à-dire Roderick Usher. Mais néanmoins, une petite précision aussi pour modérer ce que je viens de dire. La série a dû faire face à un problème énorme. Le tournage a commencé et c'était Frank Langella qui devait jouer le rôle tenu par Bruce Greenwood, qui avait tourné la quasi-intégralité de ses scènes. Il a été renvoyé pour comportement inacceptable sur le plateau vis-à-vis, je crois, de la gente féminine. Mais donc du coup, toutes les scènes étaient déjà tournées et Bruce Greenwood a dû tourner tout seul sur fond vert et en champ contre champ, énormément de séquences, et je ne serais pas étonné qu'il y ait des scènes du personnage qui a été viré à la faveur de scènes avec les gamins pour rééquilibrer, parce que ça devait être très 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 complexe de refaire ça au dernier moment, et je trouve que la série de ce point de vue là se sort pas trop mal d'une catastrophe comme ça. Et si je puis me permettre d'apporter une toute petite précision et de faire mon maître capello littéraire, Poe c'est exactement l'incarnation littéraire du genre fantastique. C'est-à-dire que c'est vraiment le fantastique tel que le définit Todorov. C'est-à-dire que chez Poe, on est toujours sur la frontière qui relie le réel et le surnaturel, et toutes ces nouvelles et tous ces récits peuvent s'expliquer par l'un ou par l'autre et ne font globalement jamais le choix de basculer dans l'un ou dans l'autre. Donc c'est pas exactement de la littérature gothique. La littérature gothique, c'est la littérature avant Poe, c'est la littérature qui vient, c'est plutôt du Mary Shelley, etc. Oui, tu as raison. Voilà, donc c'est vraiment exactement de la littérature fantastique, et d'ailleurs Flanagan joue parce que la série hésite en permanence, donne des clins d'œil en disant on va basculer, on ne sait pas si on retourne vers ces films de fantômes qu'il a fait avant, etc. Et je vous laisserai voir évidemment ce qu'il en fait. Sophie. Oui, Flanagan, je trouve que c'est un des réalisateurs extrêmement intéressants qu'on a dans le genre depuis quelques années.
Moi, je le trouve beaucoup plus intéressant quand il s'attaque à la série qu'au cinéma. Donc, je suis toujours ravie de voir. J'ai vu. Non, pardon, j'ai levé les yeux aux yeux. Elle m'a regardé, Sophie, donc elle a interrompu sa phrase. Pardon. Non, mais c'est que j'ai vu tous ces longs métrages sauf Abstentia, et je trouve qu'il foire quasiment un film sur 2. Dr. Sleep, c'était super. Dr. Sleep, la version longue est super intéressante, mais je déteste pas la version courte. Par contre, je suis déjà pas une grande fan d'Oculus, mais on va pas tous les faire. Par contre, quand il est coordonné, c'est pour ça que je vais y revenir. Je pense que son plus grand film, étrangement, c'est sa suite de Ouija. Ouija 2, les origines, qui est un film Blumhouse où en fait on lui donne un peu les mêmes contraintes que quand il va aller chez Netflix, à savoir un concept extrêmement défini, donc soit une adaptation, soit une suite. C'est pour ça que Dr. Sleep est aussi assez intéressant. Alors que quand il est en roue libre, il nous fait des trucs style Before I Wake avec genre le méchant c'est Conkerman, vous inversez 2 lettres et vous avez le mot cancer au bout d'un moment. Il faut pas nous prendre pour des débiles. Donc moi c'est un auteur qui m'intéresse et qui a vraiment commencé comme moi, ce qui me plaise le plus, à savoir par le petit festival de genre, c'est un boulimique de travail. Aussi, allez le suivre sur Instagram, c'est un mec extrêmement drôle. Et là où je trouve qu'il il y a tout ce que j'aime chez lui et tout ce que je déteste, c'est que il a du mal à faire des choix. Il a du mal à faire des choix et on sent qu'il adore le matériau de base. On sent qu'il aime les textes. Le souci, c'est que du coup, sa série en devient un peu trop bavarde. Pour vous dire, je trouve que La chute de la maison Usher, c'est exactement pareil que Midnight Mass. Ça met trop de temps à commencer. Mais ça va vers une fin qui est proche du sublime et on a besoin de tout ce commencement un peu lourd pour avoir une espèce d'envolée. Sauf que je trouvais que Midnight Mass était un peu plus radical dans sa scission entre le début et la fin, où là c'est plus un espèce de crescendo qui s'accélère un petit peu vers la fin. Il y a un autre petit truc, donc encore une fois, il essaye de reprendre du verbe de Poe, il essaie de reprendre une espèce de rythmique, de littérature un petit peu empoulée qui colle pas forcément avec les personnages qu'il a en face, parce que ce sont pas du tout des personnages si lettrés que ça, qui s'adressent de manière un petit peu trop sophistiquée. Ça donne un petit charme, mais ça marche pas à chaque fois. Pourtant, j'aime quand même beaucoup la série. Et si vous avez déjà lu Poe, si vous avez lu notamment ces nouvelles, et il en adapte parmi les plus connus, on a fait Le Masque de la Mort Rouge. Moi, ma préférée, ça a toujours été Le Cœur Révélateur. Je trouve que c'est l'épisode sans doute le plus faible de la série, parce qu'il est trop attendu si on connaît la chute. C'est-à-dire que du moment que tu vois le titre, tu sais exactement où il va, et tu sais qu'il s'inscrit pas exactement dans la ligne narrative de la grande série, et juste être un épisode entier. Mais il faut savoir que Le Cœur Révélateur, ça fait 11 pages. Donc, il l'a adapté en quelque chose d'1 heure, et je trouve qu'il patine un petit peu, et c'est un peu attendu quand on voit que c'est le masque de la Mort Rouge, puis le Chat Noir, puis le Scarabée d'Or, puis le Puits et le Pendule. Mais je pense qu'on reviendra et on parlera un peu sans doute de Roger Corman. Je trouve qu'il y a un petit souci qui est que si on a lu Poe, on sait quel personnage va avoir quoi. Ouais, mais ça pour moi ça participe du plaisir et je pense qu'il y a pas beaucoup de lecteurs, enfin il y a pas beaucoup de gens en fait proportionnellement qui l'auront lu. Il y a des fois j'ai trouvé ça hyper galvanisant, et il y a notamment en fait je crois que la petite déception vient du Cœur Révélateur parce que et voilà, enfin on va dire, on ne peut pas se dire dès le début de la série, une fois qu'on a ce raisonnement là, on se doute quel personnage va l'avoir en fonction de son métier, quoi, tout simplement. Ça me semble assez logique. Ouais, mais ça m'a pas Ok. Non, c'est mon petit avis, mais après, je crois que je suis la plus enthousiaste sur la série, donc prenez pas ce que j'ai dit avec trop de pincettes. J'ai passé un vrai bon moment. Hein. Non, alors, pardon, excuse-moi. Non, faut continuer le tour de table. Arthur, qui est là, qui est parmi nous. Oui, bonjour. Bonjour Arthur. Oui, vous allez bien? Comment ça va? Très bien, écoutez, super. Ça va. Ouais. Vous avez déjà parlé du Toledano ou c'est en fin d'émission? On le fera en fin d'émission. On fera après? Ouais. Ok, super. Ok, cool. J'adore ses cheveux. Ah, merci beaucoup. Ouais, ils sentent bon en plus. Voyons. Oui, la table est petite. Je peux les mordre. Non. Moi, j'ai été un peu déçu de la série parce que je vais être tout à fait transparent. J'ai pas vu les 2 dernières de Flanagan. J'ai juste vu Hill House, que je considère comme étant top 3 meilleures séries qu'a pu produire Netflix. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Hill House. On sera globalement d'accord autour de ça. Oui, tout à fait. Donc j'ai pas vu Bly Manor, j'ai pas vu Midnight Mass, mais voilà, j'arrive là et effectivement je suis face à une série qui prend trop de temps à s'installer, où je vois plein de références, et c'est intéressant ce que disait Simon, parce que je pense que vous connaissez mieux Pokémon, mais même moi avec le peu de connaissances que j'ai, et ben il y a un moment où je vois trop de petits clins d'œil de malin qui moi m'agacent. Il y a un moment à l'épisode 5 je crois où la petite
petite fille va regarder un film avec sa maman, et ben c'est The Pit and the Pendulum de Corman qui va prédire l'épisode d'après. Et en fait, je vais genre oui, ok, j'ai compris. Il y a un personnage qui s'appelle Annabelle Lee. Enfin, genre, je trouve que c'est plus assez subtil pour être juste un simple hommage, alors que en fait, ce qu'il fait par contre du matériau de base pour s'en éloigner. Bah ça c'est fascinant parce que je connaissais pas très bien la nouvelle. Par contre, j'ai regardé les 2 adaptations cinématographiques qu'il y a eu avant, et donc celle de Jean Epstein et celle de Corman, donc 1928 et 1960. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, on raconte cette nouvelle, mais de manière totalement différente. Une fois, ça va être Madeleine et Roderick sont en couple. Une fois, ça va être Roderick supporte pas que Madeleine soit en couple. Et là, c'est encore tout à fait autre chose. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse. Le problème, c'est qu'effectivement, faire un épisode, un enfant, une mort... Ouais, au bout du 4e, du 5e, t'as l'impression que la mécanique elle tourne un petit peu en rond. Ça devrait emmener des enjeux de on a peur, qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, je trouve que c'est pas quelque chose qui est vraiment travaillé. Et puis il y a un truc dont on n'a pas encore assez parlé, je pense, même si Sophie l'a un peu évoqué, mais c'est hyper caricatural dans son écriture des personnages de grands bourgeois. Je pense que Alexis voulait en parler, je vais lui laisser faire parce que je n'ai pas vu Succession. Mais moi qui n'ai pas vu Succession, pour moi c'est du Succession Wish. Mais vraiment, c'est les dialogues, la lourdeur, le mépris de classe que je trouve hyper appuyé, hyper surjoué. Moi, j'y crois pas. Et en fait, il y a même un truc, c'est que je ne crois pas à la moitié des personnages. Je ne crois pas à la moitié des enfants. Je ne crois pas à la moitié des interactions de ce paternel-là. Je ne crois pas à trop de choses pour que je puisse m'investir, malgré un final qui... Mais alors, les 2 derniers épisodes, surtout le dernier, je dirais... Attention, fais attention. Je ne spoil pas. J'ai mon taser dans la main. Je ne sais ce qui va se passer. C'est un index, C'est pas un jouet. C'est un index. C'est pas un... Le dernier épisode, pour le coup, est assez formidable. Et ce qui est fou, c'est qu'en y repensant, en fait, la fin, je pense, est assez prévisible et je ne l'avais pas vu vraiment venir. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie intelligence d'écriture. Et là, je retrouve Flanagan. Et il y a un autre truc dont on n'a pas encore parlé aussi, c'est que, par contre, effectivement, c'est assez gothique, c'est pas très effrayant, mais il y a quelques moments de dégueulasserie, mais vraiment... il y a encore découpé en 2, il y a de l'acide qui fond. Il y a quelques petits moments de dégueulasserie où j'étais là, ah ouais, c'est cool. Pourquoi personne n'a l'air d'accord avec moi autour de cette table? Parce que c'est très soft. Hein. Ouais, je trouve que c'est très timoré, moi, à ce niveau-là. Oui, mais justement, c'est timoré. Le peu moment où ça arrive, je suis un peu content. Oui, d'accord, ok. Alexis, effectivement, un des problèmes majeurs, c'est l'écriture de ces personnages qui sont extrêmement caricaturaux et des personnages auxquels on ne croit pas du début à la fin. Moi, notamment le personnage de Katie Siegel. J'y crois pas une seule seconde. Camilla, c'est terrible. C'est une catastrophe. Ah ouais, Camille. Ouais. Mais en fait, alors je vais pas paraphraser ce qu'Arthur a dit parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec lui. Il y a un problème avec l'écriture des personnages et moi j'ai aucun mal avec le fait que Flanagan décide d'inclure un élément pour le coup tout à fait concret et malheureusement tragique, à savoir la crise des opioïdes dans son récit. Je trouve que c'est même plutôt intelligent sur le papier, mais effectivement, ça débouche sur des caricatures qui sont assez grossières qu'on a du mal à acheter et c'est un vrai problème. Je pense, en ce qui me concerne, que cette série-là, qui m'intéresse dans sa globalité, je la trouve plutôt efficace, très bien photographiée. Enfin, je trouve que c'est du bon artisanat de divertissement, malgré tout. Très bien monté. Je trouve. Oui, mais tu triches. Ça, c'est pas objectif. Parce que Sophie connaît le monteur de la série. Mais en fait, je trouve que je prends conscience avec La Chute de la Maison Usher, parce que moi, je suis pas du tout un incollable sur Flanagan. J'ai vu pas mal de ses films, mais sur les séries, il me manque notamment Midnight Mass, qui avait fait beaucoup parler. Je pense que Flanagan, en fait, son vrai terrain de jeu, là où il est à son maximum, c'est quand il faut filmer de la terreur. Et surtout, quand la terreur est l'enjeu principal du récit. Pourquoi The Haunting of Hill House, c'est à ce point-là réussi? Parce que, en fait, les personnages, ils sont globalement bien caractérisés, mais enfin, ils sont pas non plus hyper originaux. Hein. Mais ce qui fonctionne, c'est que ce sont des personnages qui ont vécu des phénomènes dans leur enfance, qui continuent de les contaminer, de les terroriser à l'âge adulte. Et donc, l'enjeu, c'est la matérialisation de cette terreur. À partir de là, c'est bon, Flanagan, il peut dérouler et tout va bien se passer. Là, il est pas dans le registre horrifique. Ce n'est pas une série horrifique. Il y a quelques éléments formels qui viennent du cinéma d'horreur, mais c'est pas le genre dominant. On est sur une sorte de tragédie familiale, avec un lourd secret, dont on va essayer de détricoter les tenants et les aboutissants. Ce qui fait que la série est quand même, je trouve, très bavarde. Et moi, je suis désolé, mais Flanagan, quand il s'agit de filmer des dialogues, il est un peu aux abonnés absents, quoi. On se repose beaucoup sur les chants contre chants, on se repose beaucoup sur de la staticité, et je trouve que c'est des dialogues qui sont souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent très explicatifs, et qui tournent beaucoup autour des choses, au lieu d'aller directement à l'essentiel, et ce qui fait que je termine la série en étant content, parce que je trouve sa conclusion intéressante, je trouve que il nous amène vers un final qui est, pour le coup, très tendu, assez touchant, et Sophie et moi on l'a regardé ensemble le dernier épisode, on n'a pas décroché du tout
de l'écran pendant 1h10. Donc vraiment, il y a un truc qui fonctionne à ce moment-là. Je trouve que le chemin pour y parvenir est particulièrement laborieux. Et pour être tout à fait honnête, moi je l'ai dit, j'ai pas vu Midnight Mass. Je m'étais arrêté après le premier épisode de Midnight Mass parce que j'avais trouvé ça beaucoup trop bavard. Apparemment, ça se transforme après et ça développe sur quelque chose de fascinant. Ouais, mais je trouve que là, sur la chute de la maison Usher, bah la promesse n'est qu'à moitié tenue. Parce que moi, je me dis, ok, bon, il a beaucoup d'éléments à poser, il a beaucoup de choses à installer. Le premier épisode est laborieux, d'accord. Bah, c'est laborieux jusqu'au 4e. À partir du 4e, ça commence à démarrer, mais c'est quand même la moitié de la mini-série, quoi. Donc, il y a vraiment un problème de tempo, il y a un problème de contenu, et puis il y a un problème de focalisation. Il s'attarde parfois sur des choses qui, en fait, auraient pu être bazardées très vite parce que c'est pas si important que ça. Je trouve qu'il y a une écriture qui est pas assez solide, quoi. Problème d'écriture. Hein. Moi, mais il y a Marc Hamill. Pardon. Mais oui, il y a Marc Hamill qui joue Wink, Arthur Pym. Wink. Oui, bah oui. C'est ce qui est une des grandes nouvelles qui a rendu. Une grande nouvelle de voyage qui a rendu Edgar Allan Poe célèbre. Juste pour rejoindre Alexis 2 secondes, c'est vrai que moi il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, mais dès l'épisode 2 je crois, c'est qu'effectivement comme tu l'as dit, là où il est le plus fort Flanagan, c'est quand il filme la terreur. Il y avait tellement matière à pouvoir la filmer cette terreur là dans cette série, et en fait il a voulu faire autre chose, et c'est dommage parce qu'il aurait pu tellement s'amuser justement, et c'est ça moi en fait qui me rend peut-être un petit goût amer en bouche à la fin de cette série, c'est que même si le final est super, je pense qu'il avait moyen de pouvoir s'éclater plus. Il a voulu tenter autre chose, c'est très bien pour lui, mais en fait, je pense que j'aurais préféré qu'il aille sur le terrain qu'il maîtrise. Mais le problème, c'est que d'habitude, Flanagan définit ses personnages par leur parcours émotionnel. Regardez toutes ces séries précédentes, mais aussi ces films, qu'on les trouve réussis ou pas, ce qui fait que la caméra, le montage, l'écriture, va appréhender un protagoniste d'une manière ou d'une autre, c'est son parcours émotionnel. Lui, il est là pour telle raison au début de la série, il veut atteindre tel objectif et il y a tels éléments qui sont contre lui. Voici ses conflits, ses contraintes, etc. Là, c'est pas le cas. Hélas, parce que comme il essaye justement de manière un peu mécanique et un peu démonstrative je l'avais dit déjà, de se rapprocher de la mécanique des textes, il va essayer de se baser sur ce que sont et ce que font ces personnages. Mais c'est plus du tout le même équilibre. Or, il parle de personnages dont il ne comprend, il ne connaît rien. Exemple typique, on parlait de Camilla qui est jouée par Cathy Siegel. Cathy Siegel, c'est donc cette espèce de personne qui travaille dans la presse à scandale et qui connaîtrait tout sur tout le monde. Et on ne cesse de nous dire et de nous répéter, cette femme est une incroyable informatrice, elle peut trouver tout sur tout le monde. Alors le principe, c'est qu'elle a 2 assistants, elle leur dit « Trouvez ça !» Et ils reviennent, ils font « J'ai trouvé ça !» Donc on ne comprend pas quel est le talent de ce personnage. Et on n'arrête pas de te rabattre ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'écriture, tout le monde te dit « Qu'est-ce qu'elle est dingue, qu'est-ce qu'elle est forte dans cette activité-là ?» Bah non, moi je ne la vois jamais forte. Alors bien sûr, et puis tout est caricatural, son rapport avec ses assistants. Enfin, c'est vraiment absolument l'épaisseur. Mais parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, t'as tout à fait raison. En fait, c'est ça. Il part du principe Flanagan que justement, c'est les Sackers, pardon, les Usher n'ont pas de sentiments. Parce que ce sont des personnes froides, riches, bourgeoises dans leur tour d'ivoire. Tu dirais que ce seraient des personnages algides. Mais froid glacial, des gens vraiment algide, c'est un froid glacial ou sur le corps qui a les bouts des membres algides par exemple. Mais néanmoins, il leur faut le bout algide. Non, on va pas rebondir sur ça. Les disparus de Saint-Algide. Mais néanmoins, si tu veux, je comprends l'idée, mais c'est une erreur stratégique, surtout que tout ça repose sur une tragédie originelle qui est celle de la génération au-dessus. Donc c'est là-dessus qu'il fallait se baser. Ou alors il fallait mettre 2 fois moins de gamins, tu vois, parce que là le père Usher, il s'est promené, hein. Il a vu du pays, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a comme ça des choix qui vont handicaper très très lourdement la narration, et c'est d'autant plus terrible qu'il y avait de la matière et qu'il y a de belles idées et de beaux choix. Notamment, voilà, moi je voudrais rappeler, il va chercher un comédien de Battlestar Galactica qui était déjà dans Midnight Mass, dans les sermons de minuit. Mary McDonnell. Oui, absolument. Mary McDonnell qui jouait Laura Roslin et qui joue Madeleine Usher. Oui, mais je trouve une super comédienne. Qui est une super comédienne, mais qui a hélas pas grand chose à jouer parce qu'elle a surtout une perruque mal ajustée. Oui, et puis quand elle enlève sa perruque, tu fais bah tiens, ils ont mis une deuxième perruque pareille en dessous, ça ne sert à rien. C'est vrai. C'est un petit problème d'éclairage. Non mais je pensais à Michael Trucco qui était dans Battlestar Galactica, qui ici joue un méchant patron, un vilain patron horrible, pré-MeToo, très pré-MeToo, mais qui est extrêmement bien interprété et qui apporte un truc vraiment poisseux et assez terrible dans les séquences où il est, et je le trouve très bien dirigé, très bien écrit, mais en général comme toutes les séquences qui se passent sur cette ligne temporelle. Et voilà, je trouve que c'est une très belle adaptation. Il y a des visions, il y a des scènes, faut le dire, il y a des scènes qui sont très belles, mais tu vois, encore une fois, la scène un peu dingo qui clôt le premier ou le deuxième épisode avec la douche qui fait chaud, dirons-nous. Le gros souci, c'est que ça tombe sur un personnage, tu sens que Mike Flanagan, et je lui en ferai pas reproche, moi c'est pareil, l'influenceur
penseur de 20 ans milliardaire qui peut organiser des super partouzes, il arrive pas trop à s'identifier, quoi. Et donc, du coup, le personnage est vraiment un enfer de cauchemar. Ce personnage comment il s'appelle, Pedro? Il s'appelle Prospero. Ouais. Ah, c'est pas tout tout le monde à fait l'appelle pareil. Perry. Ah bah voilà, presque. Mais voilà, le personnage de Prospero, c'est quand même un échec d'écriture, mais qui est terrible. Comme celui de Camille, par ailleurs. Dernier tour de table rapide. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le système Flanagan n'est pas en train d'arriver un peu de se répéter, de tout sauter, de trouver ses limites? Pas de se répéter, parce qu'il a quand même fait à chaque fois des propositions différentes. Là, ça n'a quand même rien à voir avec les 3 séries précédentes. Donc en soi, c'est pas en train de se répéter. Ça a du mal à se renouveler, et on voit qu'il commence à être un peu de plus en plus à côté de la plaque. Je sais qu'il y a des gens ici qui adorent Midnight Mass. Midnight Mass, pour moi, ça reste. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que quand même ça décline série après série depuis le House, quoi. Peut-être que ça lui ferait du bien de faire une petite pause ciné de temps en temps. On pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire que l'écriture, il enchaîne les séries. Peut-être qu'effectivement, il faut qu'il se repose un petit peu déjà, parce que c'est peut-être une année difficile pour lui. Oh, je l'ai celle-là. Ouais. T'étais pas là pour ça. Non. Non, mais disons que 4 séries en 5 ans, c'est peut-être beaucoup pour le bonhomme. Il faut peut-être aussi qu'il respire, qu'il se laisse le temps de digérer certaines choses et d'aller sur d'autres terrains comme il le fait là, mais de se laisser le temps de plus écrire. Sophie. Non, parce que à part, on n'a pas dit, mais il a produit quand même une série qui s'appelle Midnight Club, qui pour le coup est affreuse. Donc je pense qu'il faut, en effet, je suis d'accord avec toi, Arthur, qui se focalise peut-être un peu plus sur ses projets, mais pour moi c'est pas du tout un ratage, celui-là. Hein. Je trouve qu'on est très exigeant, mais par rapport à ce qu'on voit sur le reste des séries Netflix, c'est quand même bien au-dessus. Et donc là, on est très critique parce que Poe c'est important, parce que le cinéma de Flanagan c'est un cinéma qui nous intéresse, parce que ce genre d'adaptation c'est très ambitieux. Et oui, c'est parce que c'est très ambitieux que c'est un peu à côté de la plaque, parce que on imagine aussi que Netflix lui a mis pas mal de contraintes, peut-être pour son casting, peut-être aussi qu'on lui a dit on sait pas, en vrai je n'ai aucune information là-dessus sur Succession, ce serait quand même super parce que ça super bien, on sait pas. Pour moi, tout ce qui touche à l'adaptation pure de Poe, c'est super intéressant. C'est le contour, le contexte qui est un peu moyen. Donc non, pour moi, il s'essouffle pas. Peut-être que ça a été un peu plus compliqué en termes de production, peut-être qu'il était un peu moins libre que sur The Haunting of Hill House parce que ça coûtait plus cher. Je ne sais pas, mais non, pour moi, il s'essouffle pas. Au contraire, j'ai vraiment hâte de voir s'il va faire des projets plus personnels par la suite et comment il va les faire. Alexis. Je pense que ça s'essouffle un peu, ouais. Et j'irais vers la même conclusion que Arthur. Moi, il me manque un peu le Flanagan du cinéma, parce que je le trouvais intéressant. Effectivement, il s'est un peu planté artistiquement à droite à gauche, mais il essayait des trucs. Il faut quand même rappeler que je crois que c'est son dernier film en date, si je dis pas de bêtises, mais Dr. Sleep était quand même je ne l'ai pas vu, mais avait l'air le jeu de la honte est passé par là. Ouais, c'est ça, il y a vraiment le traumatisme de non, mais ça avait l'air quand même d'être un projet hyper ambitieux, et pour avoir vu quelques séquences hyper casse-gueule, pour avoir quelques séquences, un roman très pauvre, enfin je veux dire, Dr. Sleep c'est pas un bon Stephen King, et il arrive à en faire un film passionnant, et la suite du Kubrick, tu vois, le gars est capable de se donner des défis et de prendre des risques. Peut-être que c'est aussi le problème de la forme sérielle pour lui, c'est que c'est devenu peut-être une zone de confort. Il peut ramener très facilement toute sa troupe de comédiens et il est quand même un des auteurs chouchous de Netflix, parce que chaque fois qu'il sort une série, ça fait quand même pas mal le buzz. Ouais. C'est un peu moins le cas avec celle-ci peut-être, mais bon, les précédentes ça a quand même pas mal pété, quoi. Il est top 10 dans le deuxième du top 10 Netflix depuis 2 semaines. Enfin, il y a pas de souci pour la série. Il a peut-être besoin effectivement de reprendre des risques peut-être, et des risques qui soient un peu plus salvateurs que simplement vouloir bourrer une série de personnages et de sujets sans forcément les maîtriser tous, quoi. Est-ce qu'il a pas voulu être un peu trop intelligent, plus intelligent que son matériau sur celle-là, Simon? Non, je pense qu'il était déjà en train de préparer l'après, parce que je vous rappelle que c'est officiellement sa dernière collaboration avec Netflix, qu'il n'a pas réalisé l'intégralité de la série, qu'il prépare l'adaptation de La Tour Sombre avec Stephen King, dont on est curieux de savoir quelle forme elle va prendre. Mais donc, je pense qu'il était aussi peut-être déjà un peu en train de se séparer, et qu'il était dans une zone de confort consciente. Contractuellement, il devait faire une dernière mini-série pour Netflix. Il l'a faite en proposant un très beau travail d'adaptation, pour après se lancer sur un projet qui va être autrement plus complexe, autrement plus risqué, et sans doute autrement plus vertigineux, parce que La Tour Sombre, on le rappelle, c'est un des plus créatifs, vertigineux et dément romans, enfin même saga de dark fantasy qui soit sorti d'un cerveau américain depuis bien longtemps. Donc oui, il est déjà en train de changer de zone, il a déjà abandonné sa zone de confort. Pour conclure, Arthur, tu as 12 secondes. Top. 12 secondes, c'est parti. Si ça vous intéresse, sachez que la plateforme Henri de la Cinémathèque française vient de mettre en ligne la version restaurée, qui n'était pas disponible avant, de La Chute de la Maison Usher de Epstein, de sortie en 1928. C'est gratuit, c'est sur le site de henri.com. Voilà.
La chute de la maison Usher de Mike Flanagan avec Carla Gugino, Bruce Greenwood et Kate Siegel. Est-ce que vous êtes plutôt grand ou petit pot ? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires sur les endroits où vous avez envie de commenter. Après tout, commenter où vous voulez. Non, mec, merde, dans ce cas, c'est pas, on va pas commenter. Du calme. Autre sortie cette semaine. Arthur, vous en avez déjà parlé à son retour d'Annecy, où il a remporté le Cristal, le film par Arthur, bien sûr. Arthur, il vole les prix, mais c'est un autre problème. Ah merde, on a... Non, coupe, s'il te plaît. Ok. Linda veut du poulet débarque sur nos écrans cette semaine. Il est question de deuil, d'inclusivité, de volatile et de pastèque. Et si on avait trouvé le film parfait pour réconcilier parents et enfants? Vous faites quoi, les enfants? On va le pêcher à la ligne, le poulet. Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Arthur, c'est toi le premier à l'avoir vu et en avoir pensé beaucoup de bien. Oui. Dis-nous tout le bien que tu en as pensé. Oui. Non, c'est super, c'est une vraie pépite et j'étais ravi qu'il remporte le Grand Prix d'Annecy. Il y a un premier point, c'est que quand moi je l'ai découvert dans le cadre du festival, on le voyait comme un film d'animation comme les autres. Ce qui est super à Annecy, c'est qu'à Annecy, tu peux voir des films d'animation. Quand tu découvres, tu te rends compte que c'est vraiment pour les tout petits, d'autres qui ont de l'animation très mature. Et Linda, moi, je l'ai jamais considéré comme autre chose qu'un superbe film d'animation. Et c'est ce qu'il est. C'est un film qui, effectivement, de par sa distribution, et c'est assez logique, on croit ne s'adresse qu'aux enfants, mais c'est pas le cas. Je trouve que c'est un film qui est très mature, qui est très intelligent, qui a un discours qui est aussi faussement candide sur la France black blanc beurre, parce que chacun est de toutes les couleurs et qu'on parle autant de la banlieue que de la France rurale et qu'on est un peu tous ensemble pour de l'entraide. Moi, je trouve ça très joli et je trouve que ça fonctionne très bien. Pour rappel, c'est l'histoire de l'aventure d'une maman qui, suite après avoir engueulé sa fille un peu trop fort, va essayer de se rattraper en lui cuisinant un poulet au poivron qui était la recette que lui faisait son papa qui est décédé. Sauf que en fait, c'est jamais lourd, c'est jamais triste, c'est jamais plombant, c'est toujours très joli et c'est toujours très doux. Ce qu'il faut préciser, Arthur, c'est qu'effectivement, visuellement, graphiquement, c'est assez déroutant pour qui est habitué à un cinéma jeune public, très formaté, très standardisé. Là, on est sur quelque chose que moi je qualifierais plutôt d'arty, puisque bien l'essentiel du film consiste, il me semble que c'est de la peinture, ce sont essentiellement des aplats de couleurs avec des traits de pinceau noirs pour dessiner les contours, mais effectivement il n'y a pas de détails et les personnages par exemple sont qualifiés, caractérisés par leurs couleurs, et ce sont des blocs de couleurs sans véritable détail. Et donc on est sur une animation effectivement un peu saccadée, pas très fluide, et effectivement assez assez arty. J'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais en tout cas voilà, c'est une proposition, disons, très singulière et qui peut peut-être un peu dérouter, encore une fois, face à ce qui est proposé classiquement pour du jeune public, c'est-à-dire à partir de 6 ans. C'est ça, en fait. Linda veut du poulet est recommandé pour un public à partir de 6 ans, qui sont des films qu'on voit peu d'habitude. Mais c'est ça que je disais, en fait, c'est que quand je le vois à Annecy, pour moi, c'est un film grand public qui s'adresse à tout le monde, parce que justement, il a une proposition qui, moi, me rappelle un peu certaines BD, en fait, dans le style graphique, dans le fait que tous les personnages soient avec un style de dessin, voilà, qui moi me rappelle un peu certaines bandes dessinées que je peux lire en ce moment. Mais je pense malgré tout que les enfants peuvent s'y retrouver. C'est-à-dire que c'est pas un choix illogique de la part du distributeur de marquer film pour enfants, d'aller chercher du Okapi, etc., et de faire des séances, comment on dit, jeune public scolaire. Scolaire. C'est pas illogique. C'est effectivement les enfants qui vont aller voir ce genre de film plus facilement que les adultes. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, si vous avez des enfants, allez-y, c'est super, c'est joli, ça parle de plein de choses, vous allez pouvoir vous y retrouver. Mais c'est aussi un film à voir en tant qu'adulte, parce qu'il y a une vraie proposition artistique et surtout il y a un vrai propos qui est, je trouve, vraiment beau. Sophie. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant cette espèce de mélange d'animation, parfois très flou, parfois au contraire très expressif. On va presque le rapprocher d'une forme naïve de peinture, c'est-à-dire majoritairement des couleurs et des traits un petit peu plus enfantins. Et pourtant, je trouve que toute la profondeur, elle vient dans les petits détails, parce qu'en fait c'est un film qui nous invite à prêter attention justement à ces petites caractérisations. En fait, on le voit dès le début. Donc, on va voir que Linda est un personnage tout jaune. Il y a sa copine qui a un personnage tout violet et qui a un béret jaune et qui va le donner à Linda. Et ça, c'est ce genre de détails sur les couleurs qui vont en fait être très signifiants par la suite. Et
Je trouve que le film est adorable. Il y a un seul défaut que je préfère relever tout de suite, c'est que je trouve qu'en effet les chansons, il y a 3 chansons dans le film. Moi, la dernière me met presque un peu mal à l'aise. Ouais. C'est un des points faibles du film. Hein. Même je te dis, même la chanson de la tante, je comprends. En fait, c'est tout à l'honneur du film. C'est-à-dire que ce sont vraiment les voix, les comédiens ou les comédiennes qui chantent leur propre chanson et que ce sont pas des gens, contrairement au Disney, avec des gens qui sont castés pour leur voix, pour leur capacité de chant. Moi, la chanson de la tante, je ne comprends même pas les paroles. C'est-à-dire que je trouve que c'est tellement mal chanté. Ouais, c'est ça, c'est la chanson de Laetitia Doche. Je trouve que c'est vraiment. Et puis je trouve ça disharmonieux. Enfin, ça m'est désagréable, quoi. Et pourtant, le plaisir est dans l'attente, comme le savent les campeurs. Oh, j'allais dire des trucs choupis. Vas-y, oublie. Moi, il y a que moi qui l'entends, tu sais. Hein. Elle n'existe pas en vrai. Non, il existe. Elle est dans ta tête. Dans ma tête, ouais. Ça explique tellement de choses. Ouais. Allez, on y va. Du coup, ce qui est beau, c'est qu'il y a dans Linda veut du poulet à la fois presque une forme de réalisme magique, donc à savoir un élément complètement irréel sur une quête de plat. Sachez d'ailleurs que ce soir, du coup, j'ai fait du poulet au poivron délicieux. En hommage au film. Mais en fait, c'est une quête plus spirituelle et une quête de souvenirs qui donne lieu à quelque chose de très irréel. Et ça, je trouve ça très joli qu'on ait juste un espèce de parcours presque initiatique de cette gamine qui veut à tout prix que sa mère se replonge dans les souvenirs du plat que son mari, le père de Linda, lui a préparé. C'est extrêmement mignon et j'aime bien, moi ça me rappelle presque un petit peu, on avait vu le petit Nicolas où en fait c'est une suite de quêtes qui vont s'ajouter pour arriver à un but final. Ça je trouve ça très joli parce que pour les enfants en fait c'est facile à regarder, ça c'est juste pour d'un point de vue narratif, d'avoir... En fait, il y a plein de petites histoires. Il y a celle de Linda, mais il y a celle de ses copines, il y a celle d'aller chercher les poivrons, il y a celle du policier, il y a celle de l'amourette, il y a celle d'aller voir la grand-mère. Et en fait, c'est plein de petites histoires qui arrivent vers une quête finale et vers un moment de rassemblement. Le film fait 1h16. C'est un format parfait pour les enfants. Puis, c'est une vraie proposition d'animation. C'est une vraie proposition et c'est pas tellement arty que c'est irregardable. Mais je trouve ça important de le signifier parce que ça peut être déstabilisant. Complètement. Et c'est plutôt bien de proposer de la variété dans ce cinéma jeune public qui est quand même dominé par des films très très appétissants type Patrouille, etc. et qui sont quand même pas très intéressants ni narrativement ni visuellement. Je pense que le cinéma français, le petit Nicolas était pas complètement pour enfants, mais il y a quand même des enfants qui sont allés le voir. Mais on a eu les très beaux Ernest et Célestine qui étaient aussi une forme d'animation différente qui reprenait plus l'aquarelle. Et je suis sûre que je peux en trouver plein d'autres qui sont pile à la limite entre le film pour adultes et le film pour enfants. Ouais. Qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, elevated, parce que ça ne se base pas sur des franchises et qui soit vont se baser sur de la nostalgie, soit dans le dessin, soit dans le texte. Et je trouve que Linda, c'est plutôt une proposition moderne. Ça, je les compare volontairement à du très joli cinéma français d'animation, mais c'est innovant. C'est pas, on va pas regarder le passé et se dire, tenez, ça c'est une nouvelle proposition de cinéma. Et c'est pour ça que je soutiendrai beaucoup le film aussi. Simon. Alors moi je l'ai vu il y a maintenant quelques mois, donc je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je ne peux pas. Mais il y a 2 choses qui m'ont frappé dans le film. On dit souvent et je crois que c'est très vrai que le cinéma est un des arts dont les conditions de fabrication déterminent, influencent, transforment le plus son résultat. Parce que tout simplement, je veux dire, si on te donne une partition et une flûte et que tu joues bien la partition, tu la joues dans ton salon, dans ta cuisine ou dans la rue, c'est la même mélodie, a priori. Grosso modo. Au cinéma, selon la manière dont tu vas tourner, dont tu vas enregistrer, ça va pas donner le même film. Pourquoi je dis ça ? Parce que le son, notamment ici, a été fait d'une manière très particulière. Ils ont enregistré le son, les voix, alors comme on le fait souvent en animation, avant de fabriquer les dessins, préalablement, mais surtout ils les ont enregistrés dans quasiment des conditions du tournage s'ils avaient tourné le film en live. Dans des décors, dans des lieux, dans des espaces, que ce soit extérieurs ou intérieurs, qui ressemblent à peu près aux endroits où se déroule l'action du film, pas dans un studio d'enregistrement. Et ça s'entend et ça se sent. C'est un problème pendant les chansons, je suis d'accord, mais pendant tout le reste du film, ça donne une réalité, une intensité et une vie à l'interprétation de ces personnages que je trouve très forte et que je ne trouve d'habitude jamais ou presque jamais dans le cinéma d'animation. Je note au passage que c'est la même technique qu'emploie Wes Anderson sur ses films d'animation. Et une deuxième chose, donc on l'a dit plusieurs fois, les personnages sont des aplats de couleurs. Mais ça a aussi un effet que je trouve passionnant pour le spectateur adulte que j'étais, mais j'imagine possiblement aussi pour de très jeunes spectateurs, parce que eux seront confrontés à ça pour la première fois. C'est que quand l'action va un peu plus loin, va un peu plus vite, à un moment on se retrouve quasiment face à des formes abstraites en fait à l'écran, quasiment face à des taches de couleurs qui interagissent, qui nous guident par la voix
Et je trouve que l'émotion que ça provoque est très étonnante. Tout à fait accessible, parce que vraiment, on est dans le cadre d'une histoire dans laquelle on est immergé déjà depuis un moment. Mais vraiment, c'est une expérience plastique qui est assez remarquable à ce niveau-là. Et voilà, plutôt que d'emmener votre gamin dans une expo temporaire, vous allez payer 30 balles pour qu'il voit du Juan Miro et qu'il fasse caca par terre, emmenez-le voir Linda veut du poulet. C'est très beau aussi et ça l'intéressera plus. Tes week-ends sont moins sympas que les miens. C'est une question de perspective. Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, avec notamment les voix de Clotilde M et Laetitia Doche. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Linda veut du poulet ou Maurice veut du pastis? Vous pouvez donc nous dire tout ça dans les... Bon, pourquoi vous soupirez comme ça en me regardant? Alors, ça me fait penser à un truc hyper drôle, une histoire que je peux vous la raconter? Vous connaissez parce que dans le film, donc il y a un poulet. Vous connaissez son numéro de téléphone personnel? Non. Non. 4 4 4 1 9 1 9. Wow. T'as pas le droit de rire autant. Alors, il faut savoir, blague. Non, c'est secret de fabrication. Avant l'enregistrement, Nicolas m'a dit il faudrait que tu mettes des rires de sitcom. Quand je fais la blague, je vais mettre une oraison funèbre. Voilà. Putain, je vous ai aussi dit que c'était ma meilleure blague depuis le début des blagues de la semaine. Wow. C'est très compliqué. Allez, je viens de penser à tous les auditeurs de moins de 67 ans qui viennent de se désabonner, quoi. D'un film d'animation coloré pour enfants de 6 ans à un documentaire en 3D sur un artiste allemand qui travaille des œuvres monumentales évoquant les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a qu'un pas. Wim Wenders pose sa caméra tridimensionnelle dans l'atelier de l'immense artiste Anselm Kiefer. Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Darum gibt's diese Leichtigkeit. Anselm de Wim Wenders, avec donc évidemment Anselm Kiefer. Wim Wenders poursuit sa voie du documentaire en 3 dimensions. Alexis, tu l'avais vu à Cannes et tu avais été assez séduit. Oui, avec quand même une petite réserve que j'ai réussi un petit peu plus à synthétiser depuis. Je précise que je n'ai pas eu l'opportunité de revoir le film. J'aurais bien aimé, mais j'ai manqué de temps. Il n'empêche que j'ai quand même un souvenir assez vivace de cette projection et donc, comme je le disais, d'une limite qu'a le film que je vais évacuer très vite parce que c'est pas très intéressant. Je trouve que le film, parce qu'il est très contemplatif, ce qui est un choix finalement assez pertinent quand il s'agit de faire un documentaire sur des œuvres d'art, parce que c'est évidemment un documentaire sur l'artiste, mais par extension, c'est un documentaire sur toutes les œuvres dont il a pu accoucher pendant des décennies et des décennies de travail. C'est un film qui n'est pas du tout didactique. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué, quand on voit le film, de se faire une idée précise de qui est Anselm Kiefer. On a évidemment pas mal de pistes, il y a des extraits d'interviews, il y a évidemment Kiefer lui-même devant la caméra qui soit fabrique des œuvres d'art, soit discute et commande son travail avec Wim Wenders. Mais voilà, c'est un film qui n'est pas particulièrement pédagogique, donc si vous avez envie de savoir précisément qui est Anselm Kiefer, j'aurais plutôt tendance à vous dire d'aller consulter sa page Wikipédia. En revanche, si vous avez envie de vivre une expérience sensorielle complètement dingue, je vous conseille vivement de visualiser Anselm. Allez le voir en 3D, en 2D, ça n'a strictement aucun intérêt. Le film a été pensé exclusivement pour la 3 dimensions. Tous les cadres, tous les mouvements de caméra, tout le dispositif filmique de Wenders repose sur ce principe de profondeur augmentée, repose sur le relief, parce que Kiefer, il travaille déjà des œuvres monumentales. Il faut savoir qu'il habite en France et il a... Je sais même pas si à ce stade on peut parler de hangar. Il a un garage à fusée quelque part en banlieue parisienne qui est gigantesque et qu'il a rempli à ras-bord de trucs et qui est encore aujourd'hui son espace de travail. Et c'est son 4e ou 5e local consécutif. À chaque fois, il fait de plus en plus grand. Et vraiment, il travaille donc des œuvres monumentales et en plus, il travaille la matière d'une manière vraiment particulière et assez radicale. Il y a un moment dans le film, par exemple, où on le voit littéralement en train de foutre le feu à un tableau pour que la matière qu'il a posée dessus se transforme. Donc c'est un artiste, mais c'est un chimiste en quelque sorte. Et on a rarement vu, je trouve, au cinéma une sensation de la matière qui est aussi vivace. On a presque l'impression qu'on peut rentrer dans le film pour toucher ce que fabrique Kiefer. Et c'est une expérience que j'avais trouvée vertigineuse. En plus, il faut savoir que le Grand Théâtre Lumière à Cannes a un projecteur 3D exceptionnel. Donc vraiment, la projection était complètement folle. Et je trouve que voilà des propositions de documentaires qui en fait parasite un petit peu la forme classique du documentaire qui a quand même toujours un petit peu envie de nous raconter quelque chose. Lui, il va le faire un peu, mais il va surtout s'intéresser à ce que le cinéma peut révéler de l'art d'Anselm Kiefer et plus largement que ça,
comment est-ce qu'on peut orchestrer la communion entre les éléments de langage du cinéma et les éléments de langage d'une autre forme d'art, ou en tout cas les éléments d'évocation. Et je trouve que le film là-dessus est passionnant. Je le répète néanmoins, c'est pas un film facile d'accès, c'est un film qui est un petit peu aride, qui prend son temps, mais à mon sens c'est nécessaire pour que l'expérience sensorielle soit au maximum. Donc voilà, c'est pas mon coup de cœur de l'année, mais par contre c'est l'un des films les plus singuliers que j'ai vu cette année en salle, ça c'est sûr et certain. Quelques mots, Arthur ? Moi, j'avais un peu peur d'aller le voir justement par rapport à ce que vous avez dit, Alexis, parce que il y a le côté spectaculaire de la 3D, de ses plans séquences, de la maestria de mise en scène, etc. Mais moi, j'ai c'est pas un problème en somme, mais juste j'aime bien voir des documentaires sur le sujet que je connais un minimum. Moi, Wim Wenders, j'ai vu 4 de ses plus grands documentaires. Il y en a dont je connaissais le sujet un petit peu, Buena Vista Social Club, donc forcément, ça me parle, j'aime leur musique, forcément, j'aime vraiment beaucoup. Pina, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple. Je reconnais l'aspect, pareil, mise en scène, caméra, complètement fou. Ça me touche pas du tout. Et du coup, j'ai du mal à me rattacher. Qui était consacré à la chorégraphe Pina Bausch. Et qui était en 3D aussi. Et qui était en 3D aussi, que moi j'ai vu en 2D, donc peut-être aussi que ça joue. Mais le fait est que, ne connaissant pas l'art de cette chorégraphe, bah forcément, moi j'y suis. Et en plus, c'est un art dont je suis assez peu sensible. Bah j'ai du mal. Pareil pour le ciel de la terre. Et donc là, bah ça fait la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai une distance avec le film qui est un peu difficile à dépasser. Ce qui est intéressant avec la figure de Kiefer, c'est qu'il a quand même eu un art qui était lourd et grave, et il va effectivement, comme tu l'as dit, Nico, questionner tout le rapport au nazisme. Il va faire des séries photos où il fait le salut nazi. Enfin bon, donc il y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans ce mécanisme-là, c'est que moi, je ne connais pas son art, je ne connais pas ce personnage, je sais pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, j'ai un espèce de narrateur qui est extrêmement distant et froid, voire même antipathique. Il est pas très sympa, Kiefer. Et il est même pas très vraiment présent dans le documentaire. C'est un peu une présence au loin, quoi. Et ça m'intéresse par contre. Parce que, en ce moment, on est quand même biberonné aux docu Netflix et autres sur des pop stars à la con. Et là, il y a un rapport qui est quand même différent, qui moi m'interpelle et qui m'intéresse. Et surtout qu'il le fait avec vraiment, je le redis, des panneaux, des travelling et des images, mais qui sont folles. Mais voilà, c'est un art auquel je ne suis pas sensible, c'est une histoire que je ne connais pas bien, et en fait, Wim Wenders ne fait pas des documentaires pour t'apprendre des choses sur la personne. Ah non, mais clairement pas. Il fait des documentaires parce qu'il a envie de raconter des choses pour les érudits ou pour les gens intéressés à l'image. Donc, sur le côté image, ouais, c'est sensationnel. Sur le fond, moi, ça me touche pas. Anselme de Wim Wenders, allez donc plutôt le voir en 3D, et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt Anselme avec Wim ou kiffé avec Wenders dans les différents commentaires sur les différents réseaux et tout team, comme disent les jeunes. Personne ne dit ça. Personne n'est jeune. Allez, on va conclure avec l'éléphant dans la pièce. Ils n'y tiennent plus, ils ont la bave aux lèvres, ils fourbissent leurs arguments en boucle depuis le début de l'enregistrement. Je m'apprête à ouvrir les portes de l'arène pour lâcher les bêtes fauves, avides d'en découdre. Il est temps de passer au nouveau Scorsese, Killers of the Flower Moon. Surtout ne fais pas une chose que tu regretterais pour le restant de tes jours. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone. Et avec cette question pour commencer, puisque nous en parlions il y a 15 jours avec Bernadette déjà, quelle drôle d'idée, Alexis, de faire une adaptation live-action des deux vieux du Muppet Show. Oui, tu vas m'agacer toi pendant cette séquence-là, Nico. Je m'inscris en faux tout de suite par rapport à ce constat. À 50%. Ouais, non mais quand même, il faut que je sois honnête intellectuellement un minimum. J'avais pas été spécialement emballé par Killers of the Flower Moon à Cannes, que je considère être malgré tout, dans l'absolu, un film plutôt réussi et à bien des égards très intéressant, parce que je pense que c'est difficile pour Martin Scorsese de faire des films qui sont pas intéressants, surtout maintenant. Mais le truc, c'est que c'est un film qui pour moi souffre de 3 problèmes et je pourrais ne pas commencer mon tour de table là-dessus, mais je suis obligé de les aborder. Le premier, c'est que effectivement, il y a un vrai souci de performance d'acteur dans ce film. Néanmoins, moi, je trouve pas que De Niro soit un problème. Je trouve que ça fait longtemps que j'avais pas eu un De Niro comme ça, c'est-à-dire un De Niro glacial, méthodique, d'un cynisme absolument
terrassant. C'est pour moi l'archétype de la méchanceté capitaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui va tendre la main à son ennemi en lui souriant et en faire son copain pour mieux le poignarder dans le dos. Et je trouve que De Niro a vraiment très bien compris son personnage, et ça faisait longtemps, à vrai dire ça faisait certainement depuis The Irishman que je l'avais pas trouvé inspirant comme ça. Et par contre, DiCaprio est complètement à côté de la plaque, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail après, parce qu'il faut développer ça quand même. Le deuxième problème, c'est que je trouve que c'est un film qui, certainement parce que Martin Scorsese essaye très fort de se poser dans la démarche la plus respectueuse possible vis-à-vis de son sujet et vis-à-vis de cette culture qui est très méconnue du grand public, et qu'en plus il aborde d'un point de vue extérieur, mais le film est systématiquement engoncé dans un académisme cinématographique que je trouve à la longue un peu usant. Je sens que cet académisme-là, il est là parce que Scorsese a un petit peu peur d'abuser d'effets de style, a peut-être un petit peu peur d'aller chercher des effets de mise en scène qui sortent un peu des sentiers battus, de peur qu'ils soient peut-être un peu trop stylisants, qu'ils ne rendent pas compte vraiment de la réalité sociale de l'Amérique de l'époque et surtout de la communauté Osage. Et le résultat est que je trouve que le film ne décolle jamais. C'est un film qui manque cruellement d'intensité d'un point de vue narratif. Encore une fois, il passe après The Irishman, qui lui pour le coup est un exercice de style casse-gueule mais passionnant. Et rappelons que le film fait 3h26. Oui, à peu près le même timecode que The Irishman. Ça devient une manie chez lui, mais bon, des fois ça paye. Mais le troisième problème, et ça c'est pareil, on y reviendra dans un troisième temps, je pense que ce film-là a un vrai problème de point de vue. Tant de point de vue narratif que de point de vue de cinéaste vis-à-vis de son sujet, vis-à-vis de la culture qu'il filme. Mais ça, j'y reviendrai dans un second temps. Alors, on va aller du côté d'Arthur qui a sorti le livre duquel est adapté le film de David Grann, Killers of the Flower Moon, donc la note américaine, c'est ça en français. Pour toi, on est là face à un grand Scorsese au sommet de son art. Un grand Scorsese, c'est difficile à dire. On parle quand même d'un cinéaste qui a une carrière avec. Mais tu les as tous classés sur les tables. Ouais, c'est bon. Alors qu'il ne les a pas tous vus. Si, ça y est, je les ai tous vus. J'ai pas vu les documentaires, mais j'ai vu tous les longs de fiction. Ça y est. Il a fait autant de docu que de longs de fiction, donc faut s'arranger. Un jour. Écoute, laisse-moi savourer cet instant de plaisir. J'ai vu tous les longs de Scorsese. Scorsese, il a fait tellement de chefs-d'œuvre, c'est compliqué quand on dit un grand Scorsese, ça veut dire quoi? Moi, je considère que c'est un de ses 10 meilleurs films, mais en même temps, il a fait 15-20 énormes films, donc c'est compliqué. Mais effectivement, j'ai revu le film hier, j'ai réécouté notre émission à Cannes parce qu'on en avait parlé à l'époque, et en fait, je pense qu'au deuxième visionnage, je le trouve encore plus puissant et encore plus grand, parce que je pense qu'en fait, il fallait se prendre pour la première fois l'histoire dans la tronche, et ensuite dans un deuxième temps j'ai pu essayer de comprendre comment il construit son récit et comment il le met en scène, et il y a des points qui sont vrais. Je reviendrai pas sur DiCaprio parce qu'on en reviendra plus tard, je pense, vous avez raison. Il y a un point que j'avais pas souligné effectivement, et c'est en écoutant Alexis hier je me suis fait la remarque, c'est vrai que c'est sans doute une de ses mises en scène les plus plates, mais les moins inspirées, disons. C'est vrai. Pendant 2 heures. Ouais, non, sur 3h26. Pendant 2 heures. À partir du moment où survient le FBI, parce qu'on peut peut-être juste raconter un peu l'intrigue rapidement. Oui. Les Osage, c'est une communauté amérindienne qui a été, comme à peu près toutes les communautés amérindiennes, chassée par les colons dans les Badlands, dans ces terrains neutres où il n'y a rien, où on ne peut rien faire pousser, où c'est la sécheresse, où on ne peut pas faire, nous, colons, pousser le maïs, qu'importe. Il se trouve que les Osage ont été chassés sur différents territoires, au Kansas, etc., pour atterrir en Oklahoma, sur une terre sèche comme pas deux, mais où il y avait plein de pétrole. Et donc, les Osage ont eu l'intelligence d'exploiter ce pétrole-là, ils sont devenus une communauté riche. Et donc, ce que raconte Killers of the Flower Moon, le bouquin de David Grann et le film de Scorsese, c'est l'histoire de ces blancs-là qui sont dans cette communauté où, pour la seule fois de l'histoire du continent américain, les Amérindiens sont aussi riches que les Blancs, voire plus, où on a des Amérindiens qui sont conduits par des Blancs, qui sont servis par des Blancs, et comment, pour certains, ça va être totalement inacceptable, et comment on va les escroquer et amener à la mort de plusieurs Osage pour récupérer l'argent du pétrole. Tout ça entremêlé par une histoire familiale, un couple, etc. Je l'avais déjà dit à Cannes, je le redis, j'ai jamais vu cette représentation-là au cinéma. Et moi, c'est un sujet auquel je suis extrêmement sensible, parce que c'est un sujet qui est important dans l'histoire de la famille de ma conjointe et du coup dans la mienne, et du coup c'est un sujet auquel je suis vraiment... J'ai lu pas mal de sujets, j'ai lu pas beaucoup de choses dessus. Bref, c'est un sujet qui est important pour moi, et je trouve que Scorsese fait son film le plus politique de tous, et quand on voit sa filmographie, c'est dire, et 2, c'est la première fois que je le vois, mais on va en parler, aussi respectueux d'un personnage et irrespectueux que d'autres.
il a un tel mépris, un tel dédain pour le personnage incarné par Robert De Niro et DiCaprio et un tel amour et désespoir pour celui incarné par Lily Gladstone que moi je trouve le film bouleversant de bout en bout. J'avais déjà beaucoup pleuré à Cannes, j'ai encore plus pleuré hier. La fin, on la spoilera pas, c'est un des plus beaux trucs qu'a pu faire Scorsese. C'est un truc qui me terrasse. Rien que d'en parler, je pourrais encore pleurer. Donc débattons, discutons, mais pour moi c'est un très très grand Scorsese. Sophie. Ouch. Je m'en veux déjà de ce que je vais dire. Je considère pas que ce soit un mauvais film. Hein. Fondamentalement, c'est pas un mauvais film. C'est un film dont je n'ai absolument rien à faire. C'est-à-dire que c'est un ennui total du début à la fin. Scorsese, je crois qu'il y a certains de ces films qui ont créé une vraie... qui ont créé parfois même un peu d'énervement. Encore une fois, on avait déjà parlé de Shutter Island, qui est un film que j'aime vraiment pas. Mais je ressens toujours quelque chose. Il n'y a jamais aucun Scorsese qui m'a laissé complètement froide. Et il y a dans ses propositions un peu plus radicales, hein, par exemple, je pense qu'un de ses plus grands, c'est Silence. Évidemment. Silence, il y a une espèce de... l'ennui est nécessaire pour entrer dans une forme presque transcendantale de toucher Dieu, de pas y arriver. C'est genre, on est sur son parcours à lui, sur sa quête de foi à lui. Il y a quelque chose de, même sur sa réalisation de film à lui. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste que j'ai aucune envie de revoir le film. Je n'ai aucune envie de repasser 2h20 de ma vie à regarder un film qui m'a autant laissé de côté. Ce que je retiens, c'est que le début est plutôt... Il y a une petite flamme au début sur le... La première heure, tu veux parler de la première heure interminable de cette histoire d'amour qui n'en finit pas de ne pas commencer? Non, je parlais des 10 premières minutes. Ah, pardon. Je suis désolée, je parle de l'ouverture, vraiment, genre cette pluie de pétrole avec les gens qui dansent. D'accord. Je trouve que ça te met un petit punch en mode « Allez, on y va !» Et après, moi j'ai un souci direct que je ne pourrai jamais outrepasser, qui est que je trouve que Leonardo DiCaprio n'est pas bon du tout dans le film. Il cabotine de A à Z. Donc je suis d'accord avec Alexis, je suis d'accord, je pense, avec tout le monde. De Niro, moi j'ai pas de problème avec De Niro dedans. Mais Leonardo DiCaprio, qui est censé porter le film, il est complètement à la ramasse. Donc je suis désolée, ça me sort du film et quand on analyse un long métrage pour ce qu'il est, la direction d'acteur de son personnage principal est un élément très important à dont on tient en compte. Et moi, là, déjà, ça me gêne. J'ai pas lu le bouquin, Arthur l'a lu, j'irai pas là-dessus. Les seuls bruits que j'ai eus, c'est que c'est d'un point de vue féminin. Le livre est d'un point de vue féminin. Peut-être que je me trompe. Non, pas vraiment. En fait, il a un tiers de son point de vue à elle. Après, il parle un peu de tout point de vue de Ernest. Et après, t'as surtout une très très grande partie sur l'enquête du FBI. Sur l'enquêteur, ouais. Ouais. Parce que c'est cette affaire-là qui va contribuer à la naissance. C'est une des toutes premières enquêtes du FBI. C'est pas un roman à proprement parler, donc parler de point de vue féminin, c'est compliqué. Ouais, mais bref, je trouve que j'ai pas grand-chose à dire. C'est ça le pire, c'est que c'est la première fois de ma vie où je suis en mode j'ai rien à dire sur un Scorsese parce que le film restera juste pas dans ma mémoire du tout. Oui, c'est vraiment dommage que je puisse pas donner mon avis à ce micro. Non, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Hein. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Parce que je suis d'accord avec Sophie en grande partie, c'est-à-dire que avec Sophie, avec Alexis sur ces points-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que par précaution par rapport à la nature du sujet, peut-être, par fatigue, par manque d'inspiration, Scorsese n'a pas d'idée. Alors le film effectivement est sur des rails, c'est bien usiné, mais c'est d'un classicisme qui est malheureusement pas galvanisé par un récit qui est poussif, surtout dans sa première heure. On peut reparler du lien d'ailleurs, mais Simon, je sais que t'en diras un mot, du lien entre DiCaprio et Scorsese, où t'as l'impression qu'il n'y a plus que le cinéma de Scorsese dans lequel Leonardo DiCaprio trouve un écrin pour jouer et pour se prendre comme un acteur d'antan, comme un grand comédien qui joue dans des grands films signifiants, alors que là tout est sur-signifiant. Vraiment, c'est-à-dire que tout est d'une insistance, d'une épaisseur tellement pesante que ça devient extrêmement indigeste. Et moi, j'en garde un souvenir aussi un peu grinçant
un peu grinçant, de grands rires dans la salle, alors qu'on parle quand même de féminicide à répétition et que là aussi il y a un problème de mise à distance du sujet non seulement de féminicide et de génocide d'une population, le tout avec une surcaractérisation de ces personnages où on est franchement, DiCaprio est quand même pas très loin de faire du Jim Carrey dans Dumb and Dumber. Enfin, bref, je trouve que tout ça s'emboîte mal. C'est-à-dire que malgré tout, je vois un puzzle avec des pièces mal emboîtées et le dessin est pas mauvais, mais voilà, ça bloque à toutes les entournures, quoi. Simon. Alors il y a beaucoup de choses passionnantes dans le film. Il y en a une première qui, moi je suis pas du tout d'accord avec ce qui a pu être dit sur la mise en scène de Scorsese, enfin pas exactement d'accord. Il y a tout un pan du film que je trouve absolument passionnant, dans lequel Scorsese va s'amuser, pour étayer son discours politique, sur lequel je reviendrai, il va s'intéresser à rejouer des scènes primitives de l'histoire du cinéma. En travaillant parfois le format, en travaillant le cadre, en travaillant certaines situations, cette arrivée du protagoniste en train, etc., qui ont été, en fait, dans l'histoire du cinéma, l'objet d'une réécriture historique. Qui ont fait des Indiens les méchants, qui ont fait des cow-boys, des colons, des aventuriers qui allaient vers la nouvelle frontière, etc. Et donc, il y a une partie du film où il s'échine à retourner comme un gant toutes ces identités remarquables du cinéma américain pour dire non, c'est faux. Et tout ça pour aboutir à un truc qui est assez passionnant. C'est pas seulement dire on n'a pas été super cool avec les natifs américains. C'est pas pour dire peut-être qu'on leur a un peu fait à l'envers. C'est même pas pour dire en fait, c'est un peu un génocide. C'est quelque chose qui va encore plus loin, on va dire, dans l'ADN du fantasme historique américain. C'est pour dire, le capitalisme, c'est le vol. Non, le capitalisme, ça n'est pas la confrontation, l'émulation, la compétition, et puis la main invisible de John Smith qui arriverait à faire que la société avance mieux. Enfin, ça, c'est le libéralisme, mais bon, c'est un pan du capitalisme. Le capitalisme, c'est le vol. Le personnage de De Niro, ça n'est pas quelqu'un qui va essayer de devenir plus riche que Leo Sage, qui va pas essayer de devenir un intermédiaire, un middleman indispensable. C'est quelqu'un qui, pour devenir encore plus riche et puissant qu'il n'est, va travailler à s'accaparer leur richesse. Parce que le capitalisme, pour advenir et pour devenir un grand capitaliste, il faut nécessairement voler. Et donc, si on vole, il faut fabriquer une fiction autour. Tout ce pan-là du récit, je trouve que c'est passionnant, c'est extrêmement intéressant parce que moi, je trouve pas que la mise en scène de Scorsese soit du tout terne ou quoi que ce soit. Je trouve qu'elle est glaciale, millimétrée. C'est un réquisitoire absolument impitoyable. Je la trouve remarquable et je trouve qu'elle s'adapte assez merveilleusement. Enfin, elle dialogue formidablement avec tout le travail du chef d'écho qui vient de chez Malik. Mais il y a un énorme problème dans le film, un problème qui doit occuper une bonne heure 40 de métrage. C'est Leonardo DiCaprio. Cette blague est interdite par la Convention de Genève depuis 2003. C'est une blague que tu as faite à Cannes il y a 5 mois. Mais moi, en 2003, j'avais déjà 257 ans. Et donc j'ai le droit, ça passe. Pardon, excuse-moi. Non, mais Leonardo, bon, alors, Leonardo DiCaprio, il faut savoir que ça fait partie de ces comédiens dont on explique qu'ils sont toujours géniaux alors qu'ils sont vraiment nuls à chier un film sur deux. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'il est régulièrement très très mauvais dans un espèce de surjeu impossible. Alors, quand c'est le sens du film, comme dans un Django Unchained, c'est rigolo. Quand c'est... Le Loup de Wall Street en vrai. Quoi ? Le Loup de Wall Street aussi. Oui, après le Loup de Wall Street, je dirais c'est pas très intéressant, quoi. Mais sauf que là, il joue la partie du Loup de Wall Street où il est défoncé pour aller à la voiture pendant 3h26. C'est-à-dire qu'il joue cette partition-là, pendant 3h26. Voilà, mais surtout, quel est le problème là-dedans ? Bon, il est très mauvais. Ok, ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave si. Mais non, surtout, DiCaprio, c'est pas seulement un interprète pour Scorsese. Il est producteur du film. Il est producteur des films de Scorsese. C'est-à-dire que les deux ont besoin l'un de l'autre. Sans DiCaprio, Scorsese ne pourrait probablement pas monter les films qu'il monte avec le même budget, la même ambition. Enfin, bref, il pourrait pas monter un projet de cette ampleur-là à 200 millions de dollars quand même, qui fait s'unir la Paramount, Apple. Enfin bon, c'est un sacré machin. Et sans Scorsese, DiCaprio ne pourrait pas avoir de super auteur dont il est la muse et qui fait des films ou qui lui donne des rôles comme ça, des occasions effectivement d'être un acteur atemporel de l'Hollywood éternel. Mais donc, les deux sont obligés on va dire, de travailler ensemble. Et il faut bien voir que le film a été totalement réécrit en cours de production, parce qu'à l'origine, le point de vue devait être celui de l'enquêteur donc de ce qui deviendra le FBI, qui arrive dans ce territoire et qui dit genre, bon non, les Osage, ils sont un peu tous en train de mourir, c'est bizarre. Et puis tout simplement, ils se sont dit, mais en fait, ça n'est pas ça le cœur de notre récit. Le cœur de notre récit, ce sont les hommes et les femmes, leurs victimes, les hommes qui se sont, parce qu'ils vont s'approprier par le mariage puis le féminicide, ce sont les hommes qui se sont appropriés les blancs qui ont volé les Osage. Et là, moi, je vois venir gros comme une maison le vrai problème. C'est que le cœur intellectuel, symbolique et émotionnel du récit, c'est d'un côté le personnage de Lily Gladstone et de l'autre le personnage de De Niro. Le personnage de DiCaprio, il n'y a aucune raison pour qu'on s'arrête dessus. C'est juste, c'est un lacombe-lucien, un factotum débile. Parce que c'est ça, il joue un idiot qui restera idiot, qui n'a quasiment pas d'évolution ou de transformation pendant le film.
Mais du coup, c'est pas possible, il peut pas jouer ça, DiCaprio. Donc, il faut muscler artificiellement son rôle. Il faut, jusqu'à la fin, jouer l'ambiguïté sur ses sentiments. Alors que c'est pas vrai, cet homme n'est pas amoureux de sa femme, en fait. C'est pas possible. J'y crois pas un instant. Ou en tout cas, pour moi, d'un point de vue dramaturgique, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'en plus, ça revient aussi un peu, non pas à l'innocenté, hein, détendons-nous, mais à diminuer, à lui donner, on va dire, à lui donner du conflit très artificiellement au personnage de DiCaprio et à diminuer un peu sa culpabilité parce que c'est un neuneu amoureux qui fait des choses horribles quand même. Alors que, donc pour moi, si tu veux, le personnage de DiCaprio... C'est comme ça qu'il est caractérisé, hein, Arthur. Bah, attendez, termine. Mais voilà, le personnage de DiCaprio est une aberration dans le film. Mais vraiment une aberration totale. On devrait le voir 10 minutes, 20 minutes. Allez, non, j'exagère. 3 minutes dans le film. Le film, du coup, durerait 2h30. Attention, moi, ça me gêne pas que le film fasse 3h26. Mais j'estime que son ton de réquisitoire, très frontal, très violent, j'ai même presque envie de dire un peu kamikaze, un peu punk politiquement, pour moi, ne va pas avec un récit de 3h26. Enfin, je trouve que en termes de tonalité, les deux fonctionnent pas ensemble. Pas parce que ce serait trop long, pas parce qu'il y a pas assez à raconter, parce que si tu veux, c'est comme quelqu'un qui fait de la scansion, qui te récite un poème. Tous les rythmes et tous les tempos ne vont pas avec tous les types de textes. Là, je trouve que les deux se rencontrent pas, et notamment du fait de ce personnage de DiCaprio qui, pour moi, est une aberration totale. Ok, donc le combat commence, ça y est. Ah, si vous voulez, allez-y. Hein. moi, je vous regarde. Hein. Moi, je donne pas mon avis. Moi, je suis là pour arbitrer. Moi aussi, j'ai la Vous flemme. êtes sérieux? Allez, un peu de fun pour une fois que j'ai envie de défendre un film que personne n'aime, s'il vous plaît. Vas-y, Arthur. Alors, au revisionnage, donc il y a plusieurs choses. J'avais lu le bouquin entre-temps. Il se trouve que dans le bouquin de David Grann, en tout cas dans la version en anglais que j'ai acheté, elle est remplie de photos et d'archives. Ce que je trouve incroyable, parce que du coup, tu comprends tout. Tu comprends tous les décors, les costumes, tout. Tu comprends tout. Le vrai Ernest, que incarne DiCaprio, était méga prognate. Ça veut pas dire qu'il avait le sourire inversé qu'a DiCaprio tout du long, mais ça veut dire que DiCaprio doit se transformer physiquement. Non, mais pas obligé. Bah, en fait, par un souci de réalisme pour un rôle à Oscar tel que celui-là, DiCaprio fait ce que fait Hollywood depuis longtemps, ce qui est considéré comme un problème. Je suis d'accord. Mais du coup, il ressemble au méchant petit intestin tueur dans Braindead. Je vois. Et pour moi, c'est une caricature de Jim Carrey dans Dumb and Number. Hein. Mais, en fait, le premier visionnage à Cannes, ce qui m'a sauté aux yeux, comme tout le monde, c'est ça. Je le revois, je me dis, bon, ok, DiCaprio en fait des caisses, j'aime pas du tout son visage, regardons à côté. À côté, bah, moi je trouve que c'est un personnage assez fascinant. Fascinant parce qu'en fait, c'est un monstre dès le début. Justement, comme tu l'as dit, Simon, à aucun moment il ne peut être amoureux, et c'est là l'intérêt de raconter cette histoire d'amour, c'est que elle, par amour, elle va rester avec un mec qui va être la cause de tous les malheurs, de toute sa communauté, de tout les Osage et de sa famille à elle. Et elle va s'y accrocher parce que c'est la seule pierre, c'est le blanc dont on a confiance, parce que De Niro, c'est le blanc dont on a confiance. Parce que même si, à un moment, on va réunir tout le conseil en disant, les gars, là, ça va pas, il y a des meurtres, on sait que c'est les blancs qui nous tuent, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a un De Niro qui est là parce que lui, on lui fait confiance. Et du coup, ça lui donne un rôle terrible de méchant à De Niro. Et ça donne un rôle à DiCaprio qui est vraiment intéressant, puisque c'est le bonnet de service qui est là pour faire plaisir à son oncle, parce qu'il doit faire plaisir à son oncle. Et en fait, il sait jamais ce qu'il doit faire. C'est un lâche. C'est un putain de lâche. Pour moi, il y a une scène qui justifie tout ça. C'est la dernière rencontre entre le personnage de DiCaprio et de Lily Gladstone. Ça se passe dans un procès. Je vous le spoil pas, mais disons qu'il y a un moment où elle va le soumettre à un questionnaire très précis. Est-ce que tu as fait ça? Il ne peut pas dire la vérité parce que c'est une énorme merde. Il ne dit pas la vérité parce qu'il est amoureux d'elle et qu'il veut la préserver. Il sait très bien que leur couple ne peut pas survivre à tout ce qui vient de se passer. Et du coup, il se passe un truc, je vous jure, il se passe un truc dans le regard de DiCaprio qui, moi, me justifie 3 heures de cabotinage. Ce que fait DiCaprio sur cette scène précise, c'est fou. Je pense qu'il y a un éternuement, franchement. Non, je vous jure, il y a un truc dans son regard, dans la manière qu'il a de retenir, d'essayer de se dire, est-ce que je lui dis la vérité? Parce qu'au fond, je crois que je dois me rattraper de mes erreurs et que j'ai été une grosse merde, et en même temps, bah, je suis une grosse merde. Non, ce que fait DiCaprio sur cette scène précise, je vous jure, ça vaut les 3 heures de cabotinage. Mais Arthur. C'est Alexis. Non, je fais ce que je veux avec mes doigts et vous avez qu'à suivre. Fais attention avec ce doigt-là, attention. Non, c'est un taser. Ok. Pour en revenir à la problématique de point de vue dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est précisément là-dessus qu'elle se joue. Il faut, je resynthétise pour les gens qui nous écoutent, histoire que ça reste facile, parce que la discussion est quand même très dense, comme le film. À la base, le film devait s'attarder, comme le bouquin de David Grann, il était beaucoup plus fidèle dans son adaptation, sur l'enquête du FBI. Il avait été question que DiCaprio incarne l'agent du FBI, finalement relégué au second plan de l'intrigue et joué par Jesse Plemons dans la version finale. Et Scorsese a fait réécrire le film, parce qu'à la lecture du scénario, il se disait, en fait, je ne peux pas raconter cette histoire comme ça, parce que là, j'adapte un point de vue qui est extérieur à la culture locale et a fortiori complètement extérieur à la culture des Indiens Osage. Je ne peux pas raconter cette histoire-là de ce point de vue-là. Bah, moi, je trouve que c'est salutaire comme décision, parce qu'effectivement, ça fait qu'on est au plus près de cette culture qui est encore une fois très méconnue, sauf que c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Le film nous est pas raconté du point de vue des Indiens Osage. Pas du tout. Il est raconté du point de vue de Leonardo DiCaprio. Et c'est bien le problème. Et c'est là. Moi, je suis pas d'accord. Mais non, mais ça, c'est une question. Désolé Arthur, c'est une question d'écriture de scénario. Le protagoniste d'un film, c'est celui qui fait avancer le récit. Je suis tout à fait le d'accord. Le protagoniste, c'est DiCaprio. Ça ne devrait pas être lui. Eh ben si. Ça ne devrait pas être lui. J'ai un élément très précis à vous expliquer. Lors de l'avant-première, il y a 2 jours, alors je vous parle, The Hollywood Reporter a interviewé Christopher Coates, qui est la personne qui a travaillé sur tout le langage Osage dans le film. Je sais pas comment on dit en français, langage consultant. Consultant en langue Consultant en langue. Bref. Linguiste consultant. Voilà. Et en fait, il donne une interview à The Hollywood Reporter que je trouve très intéressante parce qu'il dit moi j'ai un rapport particulier avec le film parce qu'il ne prend pas le point de vue des Osage. Mais cela étant dit, est-ce que c'était à Scorsese de faire un film sur le point de vue des Osage? Est-ce que c'est pas aux Osage de raconter leurs propres histoires? Donc lui, ce qu'il met en avant, c'est le fait que Scorsese permet de raconter cette histoire, de raconter cette culture de la manière la plus respectueuse possible, tout en ne volant pas le récit aux Osage. On en pense ce qu'on veut, on en pense ce que vous voulez. C'est la raison pour laquelle Scorsese, en tout cas c'est une des raisons pour lesquelles Scorsese donne le rôle principal à DiCaprio. Moi, je comprends ce choix-là. Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Christopher Coates, d'ailleurs je l'ai repartagé sur mes réseaux sociaux, sur cette question du point de vue. Sur cette question que, quelque part, il y a quand même le point de vue de Lily Gladstone, du personnage de Lily Gladstone, qui est important dans le film et qui nous est un peu extérieur. Mais il faut aller. Qui nous est un peu retiré parce qu'il faut pas, elle passe un tiers du film dans le coma quand même, hein, par ailleurs. Et il faut. Qui est vrai. Oui, mais bon. Non, mais à un moment donné, pardon Nicolas. Excuse-moi, je laisse terminer. Il faut aller au-delà de cette réponse policée de tapis rouge, parce que quand il dit après tout, c'est pas à Scorsese de raconter cette histoire, c'est aux Indiens Osage, je réponds oui, en théorie. Parce qu'en pratique, les Indiens, ils sont pauvres, ils vivent dans des réserves, ils réaliseront pas de films. Donc il y a un moment où il y a une réalité, et il y a des cinéastes qui sont des hommes puissants, et qui ont la possibilité de monter des films pour parler de ces sujets-là. C'est à eux qu'incombe la responsabilité de figurer ce sujet de la meilleure des manières. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans l'histoire d'Hollywood, avec un film qui était une grosse machine à Oscar, qui n'en a gagné aucun, mais a été nommé 12 ou 13 fois, et qui était prévu pour rouler sur le box-office et faire bouger les lignes. Josiane, 45 ans. Non. Merde! À chaque très fois, très loin de Josiane, 45 ans. Un film qui s'appelle La couleur pourpre. J'en étais sûr que Bah t'allais oui, le mais dire, là, je suis désolé. Là, le parallèle, il est de Jean-Luc très Godard. C'est le point Spielberg. Voilà. On devrait rajouter un petit truc. C'est clair. Non, mais t'as raison. À chaque fois qu'Alexis parle de Spielberg. J'avais suggéré une tirelière à chaque fois qu'il dit Spielberg, il met 50 centimes. On est chez moi, donc la tirelire est chez moi, je fais ce que je veux. Mais non, mais pourquoi je cite La couleur pourpre? Parce que là, pour le coup, c'est un exemple équivoque. Spielberg s'était fait pas mal tirer dessus à l'époque, notamment par des mouvements militants afro-américains, parce que c'était le grand nabab blanc d'Hollywood qui réalise un film tiré d'un best-seller écrit par une afro-américaine avec que des afro-américaines dedans. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? Est-ce que ce serait pas plutôt au Renoir d'écrire ce film? Mais le problème, c'est que justement, Spielberg, il adapte un bouquin écrit par une femme noire dans lequel il n'y a que des noirs, et il va même jusqu'à virer John Williams de la bande originale pour engager Quincy Jones pour réarranger des morceaux de la culture folklorique du début du XXe siècle. Lui, pour le coup, il s'est pas posé la question du point de vue. Il aurait pu choisir d'adapter une histoire où il y a des noirs, mais racontés du point de vue d'un blanc. C'est pas le choix qu'il a fait. Scorsese aurait pu, quitte à réécrire le film et à s'éloigner quand même assez radicalement de la trame de David Gran, il aurait pu choisir d'adopter le point de vue d'Lily Gladstone ou des membres de sa famille et reléguer DiCaprio et De Niro à ce qu'ils sont matériellement dans le récit, à savoir des antagonistes. Le gros problème d'écriture et de point de vue de ce film-là, et là je suis désolé, mais je m'inscris complètement dans l'analyse qu'en ont fait pas mal de gens sur les réseaux, notamment mon confrère Lino Cassina, que je salue, qui est d'ailleurs l'ancien collègue de Simon aussi. Le fait est que... Ou Marc Godin. Ou Marc Godin également. Je ne peux pas passer outre ça. Le film a choisi de faire de ses personnages principaux les antagonistes du récit sur un sujet comme celui-là. Pour moi, c'était obligé que le film se casse la gueule, et en définitive, il se casse la gueule. Et d'ailleurs, la séquence finale, dont je ne dévoile rien, parce que pour le coup, elle est vraiment surprenante, et je trouve que c'est une séquence qui est passionnante esthétiquement, et dans ce qu'elle dit de la société du spectacle, et de comment le système politique et culturel américain est très très fort pour récupérer des histoires et en faire du folklore, en faire des récits et en fait nous éloigner du contexte politique. Et Scorsese joue beaucoup avec cette frontière-là, avec beaucoup d'ironie. Je trouve que cette fin, elle est vraiment super intéressante. Mais elle entérine, je peux pas dévoiler pourquoi, mais si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle, elle entérine le fait que c'est un point de vue de blanc sur une situation qui concerne pas les blancs. Et ça, je suis désolé, c'est pour moi ce qui rend le film fragile en fait. Pour moi, tout le problème, il est là. Sophie, pour conclure. Ah putain. Bonjour. Non, alors je considère pas qu'il y ait de sujets, de thèmes, d'angles ou de points de vue réservés en matière
non seulement de cinéma, mais de fiction en général. Les blancs peuvent écrire sur les noirs sur les blancs, etc. Ce qui ne signifie pas non plus qu'il n'y a pas à se poser des questions de transformation de l'industrie, de permettre à des points de vue qui ne sont jamais représentés d'avoir accès à l'industrie. Évidemment qu'on veut des Osage qui font des films sur leur culture, pas pour autant qu'on peut pas se passionner, s'intéresser au sujet, à ces questions-là, et qu'on peut pas les représenter. Je pense qu'il y a rien d'impossible, il y a rien de scandaleux, de mal ou de non éthique à ça. Non, le seul enjeu, à mon sens, éthique, politique, c'est la capacité d'accessibilité du médium. Voilà. Mais je veux dire, le camarade Scorsese, qu'est-ce qu'il faut pas dire comme connerie. Martin Scorsese aurait pu faire un film intégralement du point de vue Osage, ça me semblerait pas plus ou moins légitime que de le faire du point de vue des oppresseurs. Et en soi, faire un film du point de vue des oppresseurs, ça peut être un choix conscient, un choix politique, un choix passionnant. Pour moi, ça ne fragilise pas le film. Moi, ce qui le fragilise, je le redis encore une fois, mais pour cranter un peu mon point de vue, c'est qu'il me semble que naturellement, le film appelait à une confrontation humaine, morale et symbolique entre la figure de De Niro et la figure de Gladstone. De Niro, qui est ce blanc, qui semble être, en fait, un peu cette figure du capitalisme qu'il y a, je parle de le patriarche, littéralement. Oui, le patriarche, mais tel qu'on peut le voir représenté, mais de manière un peu positive, dans l'adaptation, l'adaptation cinéma des Raisins de la colère. Il faut voir que depuis les Raisins de la colère au cinéma, dans le cinéma américain, il y a deux idées du capitalisme. Il y a l'horrible capitaliste financier de Wall Street, qui lui est pas gentil, il est pas bon, dont l'expression la plus totale, la plus cristallisée, solidifiée serait Wall Street, d'Oliver Stone. Avec Michael Douglas, ouais. Absolument. Et puis il y a cette idée qu'il y a un capitalisme patelin, de bons pères de famille, d'entrepreneurs, tu vois, presque un descendant du cow-boy, qui lui serait noble, digne, tu vois, qui n'aimerait pas trop le pouvoir fédéral, machin, etc. Et ben, il y a quelque chose de ça chez De Niro. Et donc, à l'inverse, Lily Gladstone, cette femme Osage qui va se marier avec un blanc, enfin voilà, tous les deux sont à des zones de conflit et de flou dans leurs communautés respectives, qui en faisaient naturellement, tu vois, un duo qui devait se confronter dans le récit. Moi, ça me semble évident. Le personnage de DiCaprio, à part pour faire plaisir à Leonardo DiCaprio, il n'y a aucune raison qu'on se focalise sur lui autant. Mais aucune. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens dramaturgiquement pour moi. Mais il faut rappeler quand même que quand ils ont réécrit le script, DiCaprio, qui du coup, comme je l'ai dit, devait jouer l'agent du FBI, a jeté son dévolu sur le rôle. Et il a dit à Scorsese, ce rôle-là me passionne, et ils ont transformé un rôle secondaire en rôle principal, certainement avec DiCaprio derrière, qui supervisait le truc. Sachant que Scorsese, il y a encore quelques heures, je crois que c'est dans Deadline, expliquait qu'ils ont dû couper énormément d'impro de DiCaprio, et ça ne m'étonne pas. Et voilà. Et moi, je dis encore une fois, pour moi, il y a je déteste pas du tout le film. Moi, je recommande le visionnage parce que je trouve qu'il y a en creux dedans. C'est un film malade, et je trouve qu'en creux dedans, il y a un très grand film. Mais il faut juste aller dans la salle de montage, sortir une tronçonneuse, et partout où vous voyez le petit sphincter amoché, là, tu coupes les scènes et c'est très bien. Le mot de la fin est à la défense. Il me faudrait 45 minutes, donc je vais faire plus court, juste pour dire, quand le texte a été réécrit, Scorsese a clairement dit que lui, ce qu'il voulait, c'était donner aussi une plus grande part au personnage de Lily Gladstone, qui était censé être beaucoup plus minoritaire, beaucoup plus petit. Il faut savoir que dans le bouquin, c'est certes elle qui raconte son histoire, mais c'est elle qui raconte aussi l'histoire de son couple. Et le couple est très important dans l'histoire du récit. C'est pas anodin que le personnage d'Ernest soit aussi important. Pour m'être fait tout le Scorsese, il y a un truc, donc, on va pas refaire la film de Scorsese, on va pas refaire qui est Scorsese, ce qu'il raconte, on le sait tous, les malfrats, la violence, la religion, etc. C'est un film qui s'inscrit parfaitement dans tout ce qu'a fait Scorsese, qui s'inscrit parfaitement dans ses thèmes, sa manière de les aborder, le fameux l'ascension, la trahison, la chute, ça s'y rejoint parfaitement. C'est un film qui est décontenançant par sa structure narrative, parce moi je suis pas d'accord pour dire qu'il y a deux blocs. Il y a vraiment une histoire d'amour qui met 45 minutes à arriver, puis petit à petit on voit De Niro qui va infuser dans son neveu cette volonté de mettre dans sa tête l'idée qu'il faut commencer un petit peu à reprendre le contrôle de cette richesse qui nous appartient un petit peu, etc. Et il y a une heure et demie de FBI. C'est beaucoup plus malin et subtil que tout ce que vous avez pu dire autour de cette table, bande de malhonnêtes. C'est beaucoup plus beau, riche et puissant que tout ce que vous pourrez lire et croire. Et vraiment, je vous assure, je l'ai vu avec plusieurs personnes hier, et on était tous bouleversés. La salle était pleine et tout le monde était dans un état avec les yeux bien rouges. C'est un film qui est, moi je trouve, malgré tous les défauts que vous pouvez évoquer, extrêmement, extrêmement puissant. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone. Faites-vous votre avis et dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous dire si vous êtes plutôt d'ailleurs Killers of the Flower Moon ou Killers of the Sailor Moon. Mais non, parce qu'on peut pas tuer Sailor Moon. Non. Quoi.
Oh putain, ils m'ont épuisé. Vous voulez pas qu'on vite fait fasse un petit tour de table rapide sur le conflit au Proche-Orient, sur Karim Benzema pour détendre l'atmosphère, parce que je suis vraiment un peu à cran là. Ah non, comment pas, comment sans dire, comment ça va rendre. Très très bonne imitation de Pascal Praud. Si J'espère que ce personnage reviendra. Avec la même articulation. J'espère pas. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Pas de critique vite fait mal fait cette semaine, mais il en reste un peu plus. Alors on va vous le laisser. Parce que Simon est venu, croyez-le ou non, mais non, avec un livre. C'est pas vrai. Qu'il n'a pas lu, mais dont il aimerait vous parler. On pourrait avoir un petit jingle. Le livre qu'il n'a pas lu, mais qu'il recommande. Ça pourrait être la nouvelle saga de l'été, les livres que Simon a lus. Le regard. Je te regarde, mais vraiment avec du désespoir-haine. Désespène. Ah, putain, mais vraiment. Le One Brain n'a jamais aussi bien fonctionné. One Brain. Allez, go. Alors, eh bien, je vais vous parler de ce livre dont je doute pas que je le trouverai très bien quand je l'aurai lu. Non, en plus, sans déconner, c'est un bouquin dont je parle régulièrement. Il est sorti il y a 2-3 ans à peu près. Et il me l'a même offert, donc je sais qu'il l'a lu celui-là. Tu me diras, c'est bien quand même. Je sais pas, je l'ai pas lu. Oh, merde. Il est un peu passé inaperçu, hélas. C'est un très 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 beau texte d'Alexander Dicko. Ça s'intitule Le Premier Souper. C'est publié chez La Volte. Je vous le recommande assez intensément. C'est une science-fiction qui tranche beaucoup avec ce qu'on a l'habitude de lire habituellement. Ne vous attendez pas ni à du space opéra, ni à de la hard SF. Vous n'allez avoir ni des idées révolutionnaires sur les technologies de demain, pas plus que de grands combats spatiaux à coups de laser qui font piou-piou. Non, pas du tout. On est plutôt dans une SF qui se veut très poétique, assez délirante. On est entre le body horror et une poésie un peu à la Burroughs, tout simplement parce que on va je vous en dis pas plus, je vous dis le moins possible parce qu'il faut vraiment le découvrir. C'est très très étonnant. On va passer un peu d'univers et de monde en monde au gré des observations d'un grand poète un peu bizarroïde qui rassemble lui-même dans son grand château plein de trucs bizarres. Donc bref, si vous aimez croiser une société post-industrielle, post-cataclysme où des humains, des ouvriers dont on a modifié le corps ne se nourrissent plus que de terre et de silice pendant qu'ils creusent avant de passer à des anatomies un peu impossibles, ou comment est-ce que je pourrais dire ça sans vous spoiler? Disons que le principe de l'Eucharistie, à savoir manger le corps du Christ, est un peu inversé. Et ben voilà, tout simplement, c'est entre la poésie en prose et la science-fiction. C'est assez vertigineux, c'est très vénéneux. Moi, ça me fait beaucoup penser, je vous le dis, à Burroughs et à Cronenberg. Foncez sur Le Premier Souper. C'est plutôt accessible hein, comme langue et comme texte, mais il faut savoir que ça tend vers la poésie. C'est pas avec un champ lexical qui est impossible à lire. C'est pas écrit en vers non plus. C'est de la prose. Donc c'est tout à fait facile de rentrer dedans. Mais voilà, sachez bien que le but c'est pas de vous mettre dans une intrigue ultra complexe, ultra construite à base de les rebelles en veulent à l'Empire. Oh chouette, des peluches. Non, on est plutôt sur des trucs bizarres qui mangent des gens, qui se transforment en scolopendres et qui vous font des trucs dans le rectum. Voilà, c'est un très bon livre. Je sais pas pourquoi j'ai dit rectum, ça m'amusait. J'aime bien la prononciation. Arthur, direct un petit jeu vidéo. Un petit jeu vidéo comme ça. Non mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas concédé des jeux vidéo. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est le ton, Petit jeu vidéo. Non, mais en plus, j'ai hyper envie d'y jouer. J'avais terminé le 1 et j'ai terminé Miles Morales. Et ben, le 2 va beaucoup te plaire parce que c'est dans la parfaite continuité. Et j'ai pas les sous pour pardon, excuse-moi, j'ai pas les sous pour m'acheter la PS5. Alors, on va faire un Kiss Kiss Bank Bank pour payer le jeu vidéo, le petit jeu vidéo à Sumorio pour jouer avec la console. Alors, non, je voulais vous parler du nouveau Spider-Man que j'ai eu la chance d'avoir depuis maintenant 3 semaines et qui est un peu le seul truc, dès que je regarde pas un film pour le podcast où je travaille pas, je fais, j'en suis à la moitié de l'histoire et c'est dans la parfaite continuité du 1 et du DLC. Enfin, c'est pas un DLC, c'est un spin-off Miles Morales. Qui était un peu court. Bah oui, c'était juste pour introduire en fait le 2. Oui, parce que ce qui est intéressant dans la narration du 2, c'est qu'on va suivre les deux personnages, donc Peter Parker et Miles Morales ensemble, et puis petit à petit les dessins vont devoir se séparer parce que Peter va retrouver un ami d'enfance qu'on connaît tous si on connaît un peu les comics, tandis que Miles Morales va être en mode ah bah Peter t'étais mon pote, t'es plus trop là, et du coup chacun va devoir avoir un chemin. C'est hyper intéressant, l'histoire est hyper bien écrite et c'est magnifique. Moi il y a un truc qui me fascine depuis quelques années, c'est de voir les vidéos sur Twitter de ce qu'on appelle le ray tracing, c'est-à-dire les moteurs graphiques sur ordinateur qui permettent d'utiliser le miroir sur les vitres, sur les flaques d'eau. Et c'est quelque chose que pour l'instant on n'avait pas eu sur les jeux PlayStation, et tous les gens qui avaient PlayStation et pas de PC disaient bah ça a l'air cool votre truc, je veux bien voir que ça ressemble. Spider-Man 2 est magnifique. Tu te balades d'immeuble en immeuble et tu vois la lumière qui se déplace, les décors qui se déplacent dans les reflets des buildings. Enfin, le travail est monstrueux et fou. Le seul problème de ce jeu, c'est que c'est le même problème des deux précédents, c'est que les micro-quêtes annexes
qui sont nombreuses, si tu veux platiner comme moi le jeu, sont d'une redondance terrible. Mais moi, je terrible. platine pas, moi. J'ai pas Non le mais temps. tu sais tous les petits trucs pour avoir plus d'XP, pour avoir plus de pièces machin. Retrouve mes 15 000 sacs à dos que j'ai oubliés dans la ville. Alors non, heureusement on n'a pas ça, mais tu dois retrouver 50 Spider-Bots un peu partout. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont agrandi la map. Maintenant, tu n'as pas plus que Manhattan, tu as aussi une grande partie de Brooklyn et du Queens. Sauf que ce qui est bien, c'est que d'un côté t'as une petite rivière à traverser et t'as parfois des endroits avec beaucoup d'arbres. Donc tu peux pas te balancer. Donc ils créent une nouveauté, c'est que t'as une espèce de wingsuit. Et ça c'est super. Parce que pour la sensation moi j'adorais la sensation de me balader dans New York. Ouais, C'est vraiment ça que j'adore. Et par là, dans les deux Spider-Man, ils réussissent à renouveler cette sensation-là et de la rendre encore plus belle et encore plus forte. Le seul problème, c'est que du coup, ils te rajoutent des trucs à la con, tu t'en fous, tu dois faire des mini-jeux à la con, tu dois créer des nouvelles plantes. Enfin, bon. Mais c'est. Et tu peux pas rusher la quête principale ? Si, tout à fait. Si, tu peux. C'est juste qu'à un moment, moi, je suis d'un côté, je trouve qu'on monte en niveau et en expérience beaucoup trop rapidement, mais parce que je fais toutes les petites quêtes annexes. Et d'un autre côté, il y a des moments où moi, je galère quand même, parce que j'ai mis en difficulté pas simple. Waouh, il y a des petits boss, ils me mettent bien en difficulté, les cons. Et puis, j'ai pas bien compris toutes les mécaniques tout de suite. J'ai dû regarder les options plusieurs fois. Enfin bon. C'est un gros kiff, mais en vrai je vais convaincre personne, hein. Les gens qui nous écoutent, s'ils ont envie d'y jouer, ils iront, s'ils ont un flemme, ils iront pas, mais juste sachez que vous allez à un endroit qui va vraiment vous plaire. Envoyez des sous à Simon pour qu'il puisse y jouer. Et pour qu'il puisse jouer à un petit jeu vidéo. Non, moi j'ai une question, moi qui suis un aficionado un peu vénère même de la quadrilogie Arkham Knight, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, mais même celui qui avait été un peu décrié, Arkham Origins. Oui, qui est pas si mal que ça. Par rapport à cette saga-là, est-ce que ce deuxième commence à se rapprocher un peu de ce niveau-là, de ce modèle-là ou Non, pas parce qu'en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup chez les Arkham, c'est que Batman, il était lourd et tu sentais vraiment la physicalité du personnage. Spider-Man, c'est un personnage qui est tellement léger que en fait, t'es tout le temps dans les airs et tout. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est pas comparable. Non, mais je veux dire en termes d'écriture de l'univers, en termes d'atmosphère, c'est moins bien écrit malgré tout parce que les Arkham, il y avait quand même un truc de Arkham City. Arkham, en fait, la fin t'as une trame. Là, Spider-Man, ce qui est trop beau, c'est que t'as une trame certes, mais en même temps, si tu veux faire la petite mission pour sauver le petit chaton en bas de chez toi, ou si tu vas aller attention, il y a un petit incendie en bas, t'y vas. Donc en fait, t'es pas rattaché à la trame de la même manière sur ces jeux-là que sur les Arkham. Arkham, t'as l'intrigue et t'y vas, quoi. Il y avait des petits collectibles. Il y avait des petits collectibles et des petites quêtes annexes. Les puzzles de The Riddle, mais enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Non, là, il y a beaucoup trop de à côté de la trame pour que ça se rapproche de Arkham. Ok. Et donc, voilà, vous pouvez nous dire si vous avez joué à ce petit jeu vidéo. Un petit jeu vidéo, un petit peu. Moi, j'ai deux petits conseils très rapides à vous donner. Un bouquin, allez y jeter un œil. Je voulais te l'amener, Sophie. Je pense que ça te plairait, un livre d'Hélène Frappa qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle Le Gaslighting. Tu avais entendu ça ? Parler du gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Elle s'appuie sur le film de Cukor de 44, Antise en français, Gaslight, où Ingrid Bergman se fait, parce que son mari qui est un pervers manipulateur baisse régulièrement la lumière et pour lui faire perdre les choses, change les objets de place pour pour la rendre folle en fait. Et donc c'est et Hélène Frappa qui est donc une critique de cinéma, qui est une autrice aussi, une écrivaine, se saisit de ce phénomène et de ce film pour re-raconter vraiment ce phénomène du gaslight et de la psychiatrisation des femmes, de la façon dont l'emprise peut s'exercer et c'est vraiment tout à fait passionnant parce que c'est à la fois une enquête et son point de vue d'autrice féministe sur un phénomène social, mais vraiment vu à travers le prisme de son passif d'enseignante en philosophie et de critique ciné. Donc on est vraiment à l'intersection des analyses et c'est vraiment tout à fait passionnant. Et puis comme en ce moment l'ambiance est assez détente et assez sympa, pour mettre une petite étincelle de chaleur et de peps dans votre automne, je vous conseille vraiment très 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 vivement le tout nouvel album de Troye Sivan qui vient de sortir cette semaine. Troye Sivan, avant, moi j'ai jamais été très convaincu parce que je trouve que c'était de la pop un peu mielleuse, un peu ennuyante, de la pop du tout venant quoi, de la pop américaine, un peu queer mais un peu chiante. Et alors là, je sais pas ce qu'il a mis dans son verre ou ce qu'il s'est mis dans les narines, mais manifestement, ça lui a donné un peu chaud. Et alors, ça se sent dans sa musique, dites donc. Que je vous assure, si vous faites une soirée, vous mettez un petit Troye Sivan et vous ouvrez les fenêtres, vous allez passer un bon moment.
Moi, ça m'émoustille complètement. Enfin, c'est vraiment, c'est devenu un peu coquin, un peu cochon, un peu bubbly. Enfin, c'est vraiment très rigolo et un peu bubbly. Ouais. C'est marrant. Je visualise très bien ce que tu veux dire. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec Michael Bublé. Non, rien. Rien du tout. Parce que je me disais coquin, cochon, Michael Bublé, j'établis pas. Putain, le flashback. Troye Sivan, c'était le jeune Wolverine parce qu'il a une petite carrière d'acteur. Et Troye Sivan qui joue aussi, si vous avez regardé cette série terrible, dans The Idol. Absolument, qui a un petit rôle, ouais. Enfin, qui a pas un petit rôle, qui a un gros rôle. Oui. Non, c'est pas une reco à la fin. Ah oui, Sophie, pardon. Non, c'était juste, je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux à notre premier quiz au Brewdog dimanche. C'était juste c'est pas une reco, c'était juste pour vous remercier. On sait pas encore s'il y en aura d'autres. On essaiera d'en refaire parce que vous avez été tous super. J'espère que la difficulté du quiz vous a plu. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer et à très vite pour d'autres événements de ce genre et d'autres. Voilà, c'est tout. Merci encore. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver, comme d'habitude, mardi pour notre épisode patrimoine. Il sera question d'un documentaire sur l'histoire du conflit israélo-palestinien réalisé dans l'urgence par Squeezie. Ah non, merde, non, ça commence à faire. Non, c'est un bon moment. Et gloire à la paix. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, toi. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.